Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour faire du React de zéro. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une application, une petite application qui va nous permettre de parcourir un bon nombre de principes de React. On verra notamment comment faire une navigation. Vous voyez plutôt une navigation en React, c'est-à-dire une navigation là où il n'y a pas de chargement. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, on fera une requête à une API via notre ami Axios et puis on ira afficher les données. On verra comment on fait ça en React. Et puis on fera du rendu conditionnel, on dira combien on veut de pays, on filtrera par continent éventuellement. Et ça nous permettra de voir énormément de choses, de parcourir déjà beaucoup de choses de React. Bon, on verra bien sûr pas tout hein, dans cette première vidéo, rassurez-vous. Ça serait trop beau sinon, mais non, on verra quand même énormément de choses à travers ce petit projet. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Donc ce qu'on va faire, sans plus attendre, c'est que on va se télécharger. L'impératif, c'est Node.js. Donc vous tapez Node.js télécharger ou Node.js download, ça marche aussi. Vous tombez sur cette page. Et en fait, Node.js, bon, il faut savoir que Node.js, c'est JavaScript, mais c'est juste le moteur de JavaScript, donc il peut marcher en dehors d'un navigateur, puisque JavaScript, je pense que vous le savez, il marche dans un navigateur. D'ailleurs, si vous ne saviez pas que JavaScript fonctionne dans un navigateur, c'est peut-être que vous n'avez pas le niveau pour faire cette vidéo, puisque cette vidéo s'adresse quand même à des gens qui connaissent JavaScript, hein, d'accord. Sinon, ça sert à rien de faire du React hein, si on connaît pas encore assez bien JavaScript, croyez-en, ma propre expérience. Donc du coup, vous prenez sur votre système d'exploitation le Node.js qu'il vous faut, puisque à l'intérieur, il y a quoi? Il y a includes npm 8.3.1, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Bon, non, la version ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est surtout que ça inclut npm, Node Package Manager. Et donc ça va nous permettre d'aller chercher un certain nombre de paquets, un certain nombre de choses qui vont être très intéressantes pour ce projet. Donc ce qu'on va faire maintenant pour travailler avec React, donc j'imagine que maintenant vous avez Node, hein, d'accord, moi je passe cette étape puisque moi je l'ai, Node.js sur ma machine. D'accord, donc une fois que vous avez Node.js, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on peut contrôler. Donc moi, je vais utiliser la console. Là, il nous faut une console. On peut utiliser n'importe laquelle de vos consoles, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez utiliser Git Bash, ça marche aussi. Moi, je vais carrément utiliser la console de VS Code. Donc je vais faire CTRL pourcentage pour me la sortir. Sinon, on fait terminal, new terminal. Ok, donc là, je vais me placer sur le bureau. Comme ça, les fichiers que je vais aller chercher avec npm, eh bien, ils seront placés sur mon bureau. C'est plutôt pas mal quand on développe des choses d'avoir les fichiers à portée de main. Donc on va faire cd desktop. Ok, donc là je suis placé sur mon bureau. Alors, une fois sur mon bureau, c'est maintenant que ça commence à être un peu rigolo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, déjà, on va contrôler la version de Node qu'on a. Et vous voyez comment il me dit que j'ai la 16.13.12. Donc c'est point 2. Si vous n'avez pas la même que moi, c'est pas grave, hein, d'accord? L'important c'est que ça marche. npm-v et la version npm c'est la 8.1.2. Vous voyez, là ils en sont déjà à la 8.3.1. C'est-à-dire que j'ai pas la dernière version de npm, c'est pas très grave. Toujours est-il que j'ai prouvé que j'avais Node, j'ai prouvé que j'avais npm, donc je vais pouvoir aller me chercher React. Alors la phrase magique c'est quoi? Il va falloir dire npx create react app. Ça, c'est à chaque fois que vous voulez commencer un projet React, vous commencez comme ça. npx, c'est une forme de npm, mais parce qu'on n'a pas, on va dire, on n'a pas sorti les packages, donc ça permet d'aller chercher directement le projet. Create React App, ça, a été créé par nos amis de Facebook, c'est, on va dire, un petit projet, enfin, pas mal de choses qui ont déjà été codées d'avance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce cours-là, parce que j'ai pas envie de vous accabler d'informations. Il y a plein de choses qu'on apprend au fur et à mesure, en fait, donc ça, c'est pas vraiment important de maîtriser ce qu'est Webpack et des choses comme ça. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir, c'est de coder, de mettre les mains dans le code et de coder. Et donc, on va appeler ça cours React. Voilà. Je vais appeler 1. Voilà, parce que c'est la première partie. Et donc là, ça va mettre un tout petit peu de temps à charger. Et donc, pendant que ça va charger, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer 2-3 choses fondamentales sur React. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir en React? La chose primordiale, la chose la plus importante, c'est de savoir que tout est un composant en React. Donc on dit en anglais component. Vous m'entendrez souvent dire component ou composant, peu importe, c'est la même chose.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est à quoi est-ce qu'on reconnaît déjà un composant. Ben, par exemple, homme.js, donc qui sera, là j'ai pris l'exemple de la page de garde, hein, enfin de la page d'accueil. Euh, homme.js sera le composant qui va englober toute une autre série de composants. Donc ce sera le composant le plus haut, le composant de la page, on va dire, en quelque sorte. Donc à quoi on voit que c'est un composant? Hop, première lettre majuscule. Et ça, c'est une convention. Tous nos composants, vous voyez, ils ont tous une première lettre majuscule. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a dans home.js? Eh bien, dans home.js, on appellera le logo, donc qui s'appelle logo.js. On appellera le composant navigation.js. On appellera le composant countries.js. D'accord? Le card, là, il sera appelé plus tard. Il sera appelé quand on sera dans country. Et donc, vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? Eh bien, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à pas répéter son code des centaines de fois. Ça sert à partitionner aussi son code dans des petites pages qui sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus faciles à maintenir. Donc dans le cas de logo et de navigation, c'est, enfin en tout cas dans le cas de logo, c'est que du rendu graphique, hein. Il n'y a pas vraiment de logique particulière. Dans le cas de navigation, oui, il y a une petite logique de navigation quand même pour aller à un endroit ou à un autre du site. Mais ces composants, en fait, on va se les coder une seule fois, on va les mettre dans un fichier qui s'appelle donc par exemple logo.js. Et une fois qu'on l'aura codé, ce truc-là, on n'aura plus jamais besoin de le recoder, on pourra l'appeler partout sur notre projet. C'est-à-dire que si on avait un projet avec 50 pages, eh bien on pourrait s'appeler partout où on veut logo.js. Et juste en mettant une petite ligne en React en disant logo.js, eh bien ça ira immédiatement nous chercher toute cette logique-là. Voilà, c'est ça qui est pratique en React. Et pour aller plus loin, ben, par exemple là on a un composant qui est complexe qui s'appelle countries.js puisqu'il va faire une requête à une API, il va faire du tri avec le nombre de pays affichés ou bien le continent, d'accord? Eh bien, il y aura aussi un map pour mapper différentes cartes. Donc bon, celle-là c'est du JavaScript. Eh bien, euh, ce countries, il va mapper un composant qu'on aura codé qui s'appellera card.js. Donc on va bien sûr se coder qu'une seule fois la logique de nos cartes et on pourra la répercuter partout où on veut. Donc voilà. Pour être encore un petit peu plus précis, le temps que ça termine de télécharger, juste là sur la partie de droite, on a la structure d'un composant en React basique. Donc là, à gauche, là, vous avez la structure des fichiers, mais en fait, on va regarder ça juste après, là, quand ça aura fini de télécharger. Là, ce qui m'intéresse, c'est de dire que un composant, en fait, un component, ça se présente comme une fonction. Un composant, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle peut faire beaucoup de choses. Donc vous voyez, c'est tout ça la fonction. À quoi on voit que c'est une fonction? Ben là, elle est fléchée, la fonction. On le voit ici à cette structure-là. Elle a un nom égale le paramètre, et ensuite une flèche. Donc c'est une fonction fléchée. Et donc ensuite, on peut balancer autant de... Bien sûr, on peut déclarer des variables hein, si on en a besoin. On peut balancer autant de fonctions qu'on veut. Et à la toute fin, on fait quoi? On fait un rendu, on fait un return. On return, donc, regardez à quoi ça ressemble à de l'HTML. Alors, c'est pas vraiment de l'HTML, ça s'appelle du JSX. Mais bon, dites-vous que c'est comme l'HTML, il y a vraiment... il y a quelques petites nuances entre l'HTML et le JSX. Donc, vous inquiétez pas, si vous savez faire de l'HTML, vous saurez faire le JSX. Par exemple, là, vous voyez, les classes, c'est class name. Bon, il y a plein de petites choses comme ça, mais vous inquiétez pas, si vous faites l'erreur, React vous le dira, il vous dira, vous voulez plutôt dire class name à la place de classe. Enfin, voilà. On va être aidé, en fait, tout le long de notre code. On va voir comment ça se présente immédiatement. Alors, je ferme ça. Et il me dit API hacking. C'est bien, allez vous amuser, allez coder. Donc, c'est-à-dire que l'application, elle est sur mon bureau maintenant. Donc, si je dis cd, amène-moi l'application, je l'ai appelée React, je sais plus, cours. Et si je fais tabulation, il va m'aider normalement. Non, c'est cours React plutôt, je l'ai appelé. Voilà, cours React. Et là, on va dire code, espace point. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça nous ouvre directement notre espace de travail. On est prêt à travailler avec React. Alors, on va regarder un petit peu à quoi tout correspond. Hop, on se met comme ça. On va se laisser quand même un petit peu de place. Voilà. Alors, comment sont organisés les fichiers? Tout d'abord, on a notre module. Notre module, c'est quoi? C'est ce qui prend du temps à télécharger. C'est tous les packages qu'il a été chercher. C'est en gros toutes les bibliothèques, tout ce qui est utile pour coder. Enfin, c'est ce que Create React App en fait nous a apporté. C'est en fait un environnement de travail. Il faut savoir que React, c'est une bibliothèque, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel on va puiser des choses. C'est pas un framework React. Par contre, Create React App,
ça se rapproche d'un framework. C'est-à-dire qu'on a un environnement de travail qui n'est pas complet, mais qui est quand même pas mal. Donc c'est rangé par ordre alphabétique. Je suis en train de chercher React depuis tout à l'heure. Voilà, c'est là. Vous voyez que là, on a la bibliothèque React. Et si on se balade un petit peu, eh ben, on peut trouver voilà, le code source de React. On peut voir un petit peu à quoi ça correspond. Bon, souvent c'est compilé, quoique là, même pas. Bon, voilà. Si vous voulez jeter un œil dans le code source de React, allez-y. En tout cas, nous, on va juste chercher à faire marcher tout ça. Donc, notre module, c'est toutes nos bibliothèques. Ensuite, public et SRC, je vais revenir un peu plus longuement dessus. Donc ensuite, je descends directement sur gitignore. Gitignore, c'est tout ce qu'on peut mettre sur GitHub, dont le node module, puisqu'il est très volumineux, donc on n'envoie pas sur GitHub. Ça veut dire que si on n'envoie pas sur GitHub, quand vous récupérez un projet React sur GitHub de quelqu'un, vous allez devoir vous réinstaller vos nodes modules. Il va falloir faire une petite manipulation, ça on verra dans la deuxième partie de ce cours. Ensuite, le package lock, on s'en fiche. C'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. C'est lui qui fait sa petite tambouille, il fait ses petits réglages. Par contre, package.json, ça on peut toucher. On peut dire la version de notre projet. On a surtout toutes les dépendances qui ont été ajoutées à notre projet. Vous voyez qu'on a React, et là j'ai la version 17 actuellement. React DOM, donc voilà, les Web Vitals. Donc ça c'est pas très utile, c'est pour le référencement. Pour tester aussi, pour faire des tests en React. Et on a aussi des scripts. Alors, il faut savoir qu'un script, c'est pour éviter d'avoir à réécrire des choses qui sont un peu longues. Par exemple, si je dis npm start, eh bien, ça va jouer ce truc-là, et donc en fait, ça va nous lancer notre projet. Il faut savoir que pour lancer un projet React, vous ne pouvez pas faire un go live. Ça ne marcherait pas, en fait, parce qu'on a besoin de compiler toutes nos bibliothèques, toutes les choses qui sont dans SRC, on a besoin de les compiler. Et donc, il faut faire un npm start. C'est comme ça qu'on arrive à coder notre projet. Ensuite, ESLint config, ça risque de nous poser un petit problème. En ce moment, il y a un petit bug là-dessus. Donc, si ça nous pose problème, on supprimera. Si ça vous posera pas de problème, enfin, chez vous, s'il n'y a pas de problème, vous ne devrez pas le faire, mais bon, on verra. Et voilà, à peu près tout. Et le README, c'est là qu'on met les informations pour que un utilisateur puisse reprendre notre projet ou un collègue, que sais-je. Donc, npm start nous explique que c'est pour lancer le projet, npm test pour lancer les tests, npm run build, ça c'est pour tout compiler notre projet à la toute fin. Quand on est prêt à mettre notre site en ligne, on fait ce qu'on appelle un build. Et ensuite, ce build, on le met en ligne, tout simplement. Donc voilà. On verra dans la deuxième partie, comment mettre en ligne notre site en React gratuitement en plus. Voilà. Et donc, maintenant, les deux parties qui m'intéressaient un peu plus. Donc, c'est cette partie-là. Donc, l'icône, on va la garder. Bon, la favicon, hein, c'est l'icône qu'on a ici, là, ce truc-là. L'icône 192, on va la garder pour faire l'icône du logo. Par contre, la 512, elle dégage. Donc, j'appuie sur Supr. Le manifest.json, ça sert à rien. C'est pour faire une progressive web app. C'est pas très à la mode quand même. Donc, on supprime. Et robot.txt, c'est pour parler avec les robots de Google. Ok, maintenant, on va aller un peu plus précisément dans index.html. Donc, il faut savoir que index.html, c'est toujours le fichier qui est lu en premier par le navigateur. Ça ne change pas en React. Même si là, on va faire une application qui est quasiment intégralement en JavaScript, notre application, elle sera tout de même injectée ici dans root, elle sera injectée ici. Et c'est ça qui sera lu en premier par le navigateur. Donc, qu'est-ce qui n'est pas utile là? Déjà, tout ce qui est en commentaire, vous pourrez les lire, les commentaires, si ça vous intéresse, si vous voulez vous cultiver, si vous aimez lire. Mais là, je ne vais pas vous bourrer le crâne avec des choses un peu superflues, enfin en tout cas qui ne sont pas vitales. Le manifeste Apple Touch, ça c'est pour faire une progressive web app, on s'en fiche aussi. Et donc là on a un title, on peut se le changer le title, on peut dire cours React 1 sur 2 par exemple. Voilà. Bon, le reste ça ne nous intéresse pas trop. Bon, la page on aurait pu la mettre en français si on voulait vraiment faire des choses précisément, mais bon là on s'en fiche un peu du SEO. Alors, il faut quand même savoir que React est très apprécié par les robots de Google au niveau du référencement naturel. Il faut savoir que, en fait, les sites en React, ils sont extrêmement rapides. Je vous ai montré lors de la présentation qu'on pouvait changer de page extrêmement rapidement. Et donc, ce sont des sites qui sont bien conçus, puisque quand on fait un build à la fin, on obtient un site qui est compilé, qui est minifié au minimum possible, et donc qui est extrêmement performant. Et donc ça, c'est apprécié par les robots de Google. Donc sachez que vos applications en React ont de bonnes chances d'être bien référencées. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors maintenant, on a fait ça. Tiens, on va sortir la console. Donc je fais CTRL pourcentage et je vais faire un npm start pour lancer le projet. Donc on ne fait pas go live, hein, d'accord?
on fait npm start. Donc moi le 3000 il tourne déjà le port 3000 parce que j'ai mon modèle dessus, le modèle que je vous montre là. Donc je vais faire Y pour yes, et voilà, ça me fait tourner au 3001. Mais bon, c'est pareil, c'est la même chose. Ok, là je réduis un peu la console, mais on a besoin de la sortir cette console, puisque voilà, c'est là qu'on a les erreurs, c'est là qu'on a plein de choses. D'ailleurs, j'ai une erreur, voilà, je l'avais un petit peu anticipé cette erreur. En ce moment, il y a cette erreur, elle est là depuis 2-3 mois en React. Alors peut-être que quand vous regarderez la vidéo, elle n'y sera plus. En tout cas, pour se dégager cette erreur, et pour pouvoir bosser tranquillement, on va se virer la config ESLint ici. Bon, c'est vraiment pas hyper utile hein, d'avoir ESLint. Enfin, ça peut être utile vraiment quand vous êtes un développeur extrêmement chevronné, qui a ses petites habitudes, etc. Mais là, pour débuter, on s'en fiche. Donc, dans package.json, j'ai viré, qu'on soit bien d'accord, j'ai viré toute la partie config ESLint. Ok. En ayant fait ça, eh bien, le miracle d'Internet s'est produit. Voilà, ça fonctionne, on est content. Donc, c'est bien. Je vais sortir la console. Pourquoi? Parce que on en aura forcément besoin dans ce projet. Je vais la mettre sur ce côté-là. Puisque bien sûr, vous avez l'habitude, hein, quand on code en JavaScript, en tout cas quand on utilise des techno front, HTML, CSS ou JavaScript, la console est totalement indispensable. Ok, donc voilà, je voulais faire un petit tour d'horizon de ça. Donc le public, on pourra ici aussi y stocker des images, des icônes, enfin plein de petites choses. On verra un petit peu après là. Après, on va reprendre le support du cours, mais d'abord, je veux quand même parler de SRC et puis qu'on installe tous les bons plugins. Et après, on pourra commencer à coder. Bon, la partie installation est un peu longue, c'est normal, hein, il faut quand même présenter les choses. Après, quand on a l'habitude de React, ça prend vraiment 2 minutes, hein, la partie installation. Donc dans SRC, c'est là-dedans qu'on va coder. C'est là-dedans que tout va se passer. C'est SRC pour source. Et comment ça se passe en fait, source? Bon, déjà, on va se virer tout sauf app.js et index.js. Voilà. Je préfère qu'on parte vraiment de quelque chose de propre. Donc là, on a plein d'erreurs. Donc j'ai que app.js et index.js. Là, on a plein d'erreurs. Pourquoi? Ben, il me dit du coup, je reconnais pas dans app.js, tu appelles logo, tu appelles app et ça marche pas. Donc ok. Vous savez quoi, dans app, on va aussi tout supprimer. Voilà. Et là, il y a 3 erreurs, c'est-à-dire que dans index, où il va me dire que app, il le reconnaît pas, mais on va se créer un composant après. D'abord, j'ai envie vraiment qu'on soit le plus pur possible, qu'on enlève le plus de choses possible pour que vous compreniez un peu le principe. Donc là, les web vitals, ça, c'est pas utile. Dans index.js, ça en dégage. Et qu'est-ce que je vais enlever d'autre? Voilà. Index.css, voilà. Là, on est plutôt clean. Donc il me dit qu'il y a encore une erreur. Ah non, il me dit ESLint. Il me dit encore le problème ESLint. Alors ça, c'est parce que j'ai pas relancé le npm start. Voilà. Donc là, je sors, je fais CTRL-C pour quitter le terminal. Donc, ça, c'est seulement si vous avez le même problème que moi, hein, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas ce problème. Hein. Et je fais npm start. Donc là, je relance. Et logiquement, si les dieux du code sont avec moi, je devrais ne pas avoir ce problème-là. Mais en tout cas, je vais avoir d'autres problèmes. Enfin voilà, bon, non, en fait, ça nous produit une feuille blanche. Ok, bon, tant mieux. Je préfère avoir ça qu'un problème. Voilà. Alors. Ok, donc app.js, il n'y a rien dedans. Et index, j'ai vidé tout ça. D'accord? Donc là, SRC, je l'ai vraiment. J'ai taillé pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On importe React, on importe React DOM. Et qu'est-ce qu'on dit? En fait, on fait un render, on fait un rendu. Donc on se met en strict mode, ça c'est pour avoir des choses un peu plus, pour JavaScript un peu plus strict, on peut moins se permettre de choses en strict mode, comme déclarer des variables en bas, enfin, ou déclarer des variables, enfin, bref, faire des appels un peu bizarres ou quoi. On peut rester en strict mode, c'est pas grave, enfin, ça change rien. Et en fait, on voit que on dit, ok, tu vas me rendre ce qui est entre les balises du strict mode, donc tu vas me rendre la balise app. Donc en fait, app, c'est le composant le plus haut qu'on va avoir dans notre application, et de app va découler toute notre application. Et ensuite, on a un document getElementById.root. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah écoute, tu vas me faire un rendu. Tu vas me prendre tout ce qu'il y a dans app, donc sachant que app va faire découler tous les composants de lui, d'accord? On avait vu dans notre architecture de composants qu'on avait un home.js, et bien au-dessus de home.js, on aura un app.js, mais bon, ça, vous allez facilement le comprendre dès qu'on va faire le routeur. Et donc on dit toute notre application, je la passe à document getElementById.root. Et ça, si vous vous rappelez, l'ID root, il est ici. Voilà ce que ça veut dire. Et donc,
on importe tout, on met tout dans cette ID route, et après on aura donc toute notre application là-dedans. Donc index, il n'y a rien à faire de plus que ça. On va aller dans app et on va se coller notre premier composant à la main. Et après, je vais vous montrer comment on peut faire ça plus rapidement. Mais faisons-en un à la main pour nous entraîner. Donc on va dire const app, c'est égal à tac tac. Et ensuite on dit export default app. Donc là, je viens de me créer un composant. Le composant, c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est une fonction. Donc là, on n'est pas obligé d'appeler React forcément. Il faut savoir que après, on va utiliser des raccourcis pour appeler les composants et eux, ils appelleront automatiquement React. Mais là, c'est plus vraiment obligatoire maintenant avec les nouvelles mises à jour de React. Mais peu importe. Sachez juste que notre composant, c'est une fonction. Et que à chaque fois, notre fonction, on l'exporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, n'importe où dans le projet, je vais pouvoir importer cette fonction pour l'appeler et pour en faire ce que je veux. Par exemple, là dans index, on importe app et elle vient se mettre ici. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, on peut juste dire que notre fonction, elle va avoir un rôle, elle va retourner un H1 par exemple. Alors, regardez, moi si j'écris H1, moi je suis aidé pour taper, d'accord? Ça c'est un petit plugin qu'on va installer après, mais je vais le faire comme vous. Je vais écrire H1 à la mano, comme ça. Je vais dire hello React, et je vais refermer le H1 à la mano aussi. Voilà. J'enregistre. Et c'est tout. Alors oui, vu que là j'ai qu'une seule ligne, le return il peut le mettre directement comme ça. Et moi mon prettier il me l'a mis directement comme ça. Ok, regardons ce que ça fait. Hello React. Voilà, on a réussi. On a réussi à appeler notre composant app ici et à l'injecter dans route. C'est ça qui s'est passé. Bon là c'est extrêmement simpliste ce que je vous présente. D'accord? On l'a ici, notre composant. Et regardez, si on se balade, on voit qu'il y a body, il a un enfant, c'est route. Et route, il a un enfant, c'est H1. En fait, lui, après, à la fin, il fait toute sa tambouille et il nous ressort tout comme si c'était une page HTML classique. En fait, on n'y voit que du feu. On aurait pu rajouter une classe, on aurait pu bien sûr mettre tout le style qu'on veut. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce principe-là. Maintenant, on va passer à la partie mécanique. On va aller un petit peu se mettre des plugins bien comme il faut. Et puis voilà, comme ça, on va quand même coder un peu plus vite. Alors, vous avez juste en dessous de la vidéo le support du cours. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire le style, ou en tout cas, bon, le style, je vais en parler, mais on va pas, c'est pas un projet, enfin, c'est pas le sujet. Par contre, donc dans ce support, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux, trois petites choses qui sont assez intéressantes. Tiens, je vais les mettre là à la racine du projet, comme ça vous les aurez aussi dans le projet fini. Donc, il y a un screen de installer React. Donc, je vous dis juste que dans la console, se placer sur le dossier qu'on veut ou le bureau. npx create React app, le nom de mon projet. Ensuite, on fait cd mon projet, code. Et après, on verra qu'il y a quelques bibliothèques utiles à télécharger. Et ici, je vous ai précisé que pour lancer le projet, c'est npm start. Pour reprendre un projet de quelqu'un d'autre sur GitHub, donc il n'y aura pas les bibliothèques, il faudra faire npm i. Et quand votre projet il est prêt à être mis sur Internet, ça c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, on verra comment le mettre en ligne gratuitement, ce site. D'ailleurs, je suis en train de penser, il y a deux façons de le mettre en ligne gratuitement, parce qu'on peut aussi le faire sur GitHub, mettre en ligne gratuitement sur GitHub un site en React, c'est possible, mais on utilisera plutôt Netlify. Et donc, bon, pour compiler un projet, j'ai mis ça. Et là, les bibliothèques qui vont être utiles, les bibliothèques qu'on utilise très souvent quand on code en React, donc on va avoir besoin de React Router DOM, ça c'est indispensable. Et si vous codez en SAS, ce que je vous recommande très chaudement, ben, il vous faudra prendre SAS aussi. On s'installera ça là très très vite. Il faut quand même que je parle de tout ce qu'il y a dans ce support. Donc ensuite il y a les plugins, c'est ce qu'on va faire en suivant. Donc j'ai même expliqué ce qu'il fallait mettre dans settings.json, c'est ce petit bout de texte. Donc en gros les plugins installés c'est ça. Simple React Snippets. D'accord? Moi je les ai déjà ces plugins, d'accord? Donc les plugins c'est ici. Bon, j'espère que vous savez comment installer des plugins, sinon je pense que je suis pas sûr que vous ayez le niveau pour faire du React. Donc Simple React Snippets. Parce que quand je dis je suis pas sûr que vous ayez le niveau, c'est-à-dire que pour faire du React, il faut au moins un ou 2 mois de JavaScript derrière soi. D'accord? Il faut être à l'aise, il faut être capable déjà par soi-même de créer des choses en JavaScript. D'accord? Ensuite, React.js Code Snippets, ça vous le prenez. Et Mithril Emmet. D'accord? Vous prenez ces trois plugins que moi j'ai déjà. Et dans settings.json, rajoutez ce bout de code. Donc là, vous reprenez ce bout de code, CTRL-C.
Settings.json, comment est-ce qu'on peut y avoir accès? Eh bien, on va dans Settings, on tape Settings là par exemple. Non, il ne me le propose pas. S'il a Edit in Settings.json, il vous le propose ici. Je crois qu'il y a une méthode plus rapide pour y aller. J'ai un trou de mémoire. Je sais que là-haut, il y a une méthode. Je ne sais plus, c'est peut-être dans View. Non, bon, toujours est-il que là, si vous tapez Settings par exemple, là, il vous propose Edit in Settings.json. Et donc Settings.json, en fait, c'est le résumé de tous vos réglages de votre VS Code. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai une fonte un peu particulière, enfin, pas non plus très différente. On peut choisir la grosseur de sa fonte, on peut choisir notre thème, etc. Donc tout est résumé dans ce fichier .json. Et ce qu'il faut rajouter dans ce fichier .json, eh bien, c'est ce emmet là, ce truc-là. Attendez, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Donc on se place ici, à la suite de notre fichier .json, on fait une virgule. Donc on ne sort pas des accolades, là, les accolades qui sont ici, ok. Et on fait un CTRL-V. Tac, 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 tac. Et on se copie, donc ces deux trucs. Donc on a emmet include language JavaScript. Ça, en fait, ça va nous aider à, dès qu'on va faire H1, et bien dans le JSX, donc vous savez, le JSX, c'est la sorte d'HTML, ça nous fera les raccourcis, en fait. Donc c'est quand même très utile d'avoir les raccourcis, croyez-moi. Sinon, c'est beaucoup trop chiant à taper. Donc voilà, on se prend ça. On enregistre. Et là, normalement, quand vous allez dans App, ici, donc attendez, parce que là, c'est présenté n'importe comment, ce truc-là. Si par exemple, là, vous faites H1, entrée, voilà. Là, il est allé me chercher les balises. Si je fais une classe title, par exemple, il m'a créé une div avec la classe title, d'accord? Donc il faut savoir que c'est class name. Quand on utilise du JSX, c'est class name. Mais il faut aussi savoir que si jamais, je vous montre quand même, si jamais je dis classe, d'accord? Là, je fais un titre coucou. Eh bien, regardez ce que ça me dit dans la console. Ça me renvoie une erreur. Et ça me dit invalid property class. Did you mean class name? Est-ce que vous voulez dire class name? Et si vous dites mince, c'est où que je l'ai dit ça? Parce que vous voyez que là on n'a pas la ligne et tout. Eh bien vous avez qu'à juste dire ok, classe, où est-ce que j'ai tapé classe dans mon projet? Donc je vais sur la loupe et je vois que j'ai tapé classe ici. Bon, ça c'est dans le cas où on a plein de fichiers, d'accord? C'est pour pouvoir rechercher plus rapidement les erreurs. Ok? Donc effectivement c'est class name. Mais bon, on s'en fiche parce que ce composant, on va pas vraiment le faire comme ça. Pour voir si vous avez bien téléchargé les plugins aussi, vous allez faire RSC, ça veut dire React Stateless Component, c'est-à-dire c'est la façon la plus moderne de faire du React. Avant, on faisait des composants avec un state, c'est-à-dire des classes components. Bon bref, c'était un bordel. J'ai même pas envie d'en parler, ça vous embrouillait. Peut-être que vous retomberez sur du vieux React quand vous allez sur Stack Overflow, ça vous échapperez pas, donc vous comprendrez un petit peu de quoi je veux parler. En tout cas, le meilleur React, le React qu'il faut savoir, le React moderne, c'est le React Stateless Component, c'est-à-dire qu'on déclare que des fonctions. Donc si je dis RSC et que je fais entrer, et bien voilà, la magie d'Internet, j'ai donc mon composant qui est prêt, qui est exporté. Alors vous voyez qu'on a importé React, sachant que c'est plus vraiment obligatoire maintenant, mais bon, il le fait, on va pas le vexer, on va le laisser. Et voilà, et là on est prêt à taper notre composant. Regardez, là je peux faire un H1, donc on m'a aidé à taper H1, et là je refais Hello React, et voilà. C'est cool, on est content. Voilà, on a Hello React. Encore un truc tant que j'y pense, si vous voulez faire des enregistrements automatiques et bien formater votre code, là par exemple, vous voyez mon H1 là, je le place mal. Si je fais clic droit, format document, with, je choisis Prettier, donc configure default formatter, Prettier, et donc si je dis format document, paf, ça me formate automatiquement les indentations et tout. Je peux même aller plus loin, je peux formater quand j'enregistre. Donc ça, je le dis rapidement parce que c'est un truc que je dis souvent, mais bon, c'est quand même ultra pratique. Donc on va dans Settings, on fait le molette Settings, Format Unsave, non, ça s'appelle, oui, Format Unsave. Voilà, vous cochez Format Unsave, vous n'avez rien à faire d'autre, vous fermez Settings. Et là, ce qui est génial, c'est que dès que vous enregistrez, Prettier vous indente votre code. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, eh bien, il va quand même falloir qu'on fasse des choses un peu plus consistantes, c'est-à-dire qu'on commence à se faire notre application. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans le screen installation.png? J'ai mis les bibliothèques utiles, c'est les deux seuls. Non, on va aussi utiliser Axios, mais pour l'instant, on va se télécharger ces deux-là. En tout cas, c'est les deux avec lesquels on va commencer. Donc, npm i pour install, -s,
React Router DOM et SAS. Donc là, il faut se prendre une nouvelle console ou fermer le live SAS. Là, bon, vaut mieux pas le fermer ce truc-là, donc on va se prendre une nouvelle console. Voilà, je vais cliquer sur plus et je vais dire npm i pour install-s. Non, -s en fait ça veut dire save, mais c'est même plus obligatoire maintenant dans npm, je viens de me rendre compte. En revanche, vous pouvez vouloir vous l'installer directement dans vos fichiers npm sur votre ordinateur, ces deux packages-là. Pour installer directement ces deux packages sur votre ordinateur, et comme ça vous n'aurez plus besoin de les retélécharger à chaque fois que vous ferez du React, vous pouvez faire -g pour global. Et donc c'est React Router DOM. Enfin moi je les ai déjà en global, hein, mais bon, je les retélécharge et SAS. Et vous allez voir que vu que je les ai déjà en global, ils vont se télécharger extrêmement vite. Alors qu'en vrai ça prend un petit peu de temps je crois. Vous voyez, voilà, j'ai déjà fini. Puisqu'ils sont déjà sur ma machine en fait, ces fichiers-là. Et donc il est parti les chercher. Et donc là vous voyez que si on va dans Package Modulson, non, on ne les voit pas du coup parce que je les ai installés globalement. C'est quand même problématique. Ouais. On va quand même se les prendre. npm i, donc React Router DOM, et ça, j'aimerais quand même les avoir là dans mes dépendances. Voilà, donc celle-là, ça a été très vite parce que je les avais déjà sur ma machine. Voilà, c'est mieux expliqué comme ça. Donc je les ai d'abord installés globalement. Effectivement, ça a été vite parce que je les avais déjà. Et maintenant, je les ai incorporés à mon projet. Donc j'ai React Router DOM qui est ici. Et j'ai SAS qui est ici. C'est bon, on est content. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir se créer une navigation. Mais avant de se créer la navigation, on va quand même en terminer avec le support du cours. Donc je vous avais dit qu'il y avait tout ça, tout ça, tout ça. Et il y a une partie styles, style. Donc c'est tout le style de notre projet qui est là-dedans, d'accord? Donc ce style-là, dans SRC, on se le prend et on colle dans SRC, comme ça. Paf. Voilà. C'est bon. Comme ça, je peux fermer le support. On n'aura plus à revenir dessus. Et le style, je reviendrai dessus quand on va créer notre premier composant, qui sera la navigation. Non, pas la navigation, le logo. Quand on va créer le logo, je reviendrai beaucoup plus profondément sur le style, d'accord, pour expliquer comment ça marche en React. Il y a des petites spécificités qu'il faut savoir. Alors, maintenant, la toute première chose qu'on fait, en tout cas si on a besoin d'une navigation dans un site, si on a besoin d'un routeur, c'est de se créer le routeur dans app.js. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, cherchez pas vraiment à comprendre, enfin c'est quand même bien de comprendre, mais en fait, faire un routeur, je vais vous montrer comment on fait, et après ça sera juste tout le temps pareil. Il n'y aura pas besoin de se prendre la tête. Voilà, ça sera juste comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans SRC, donc je me place sur SRC, je vais faire un nouveau dossier. Et on va faire un dossier page. Tiens, on va aussi se faire le dossier composant, donc components en anglais. Components. Voilà. Vous voyez, c'est les trois fichiers principaux. Donc là, on aura tous nos composants individuels. Ensuite, là, on aura toutes nos pages, donc les pages qui vont regrouper beaucoup de composants, qui auront la logique de chaque page, la page homme, la page à propos. Et enfin, on aura notre style, bon, bien sûr, qui est toute la partie style, mais je reviendrai encore une fois un peu plus tard dessus. Donc dans app.js, c'est là que ça se déroule. Hop, je peux fermer ça, 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 on n'en a plus besoin. Je vais réduire encore un petit peu la console, même si c'est là qu'il y a les messages d'erreur, je réduis un petit peu comme ça. Alors, donc notre routeur, on va avoir besoin de la librairie React Router DOM. Donc ça, c'est ce qu'on a téléchargé, et on va importer depuis cette librairie des composants. On va importer browser router. On va importer routes au pluriel et route au singulier. D'accord? Et ces composants, ben, on va les utiliser pour créer une navigation. Ah oui, je suis en train de penser qu'on n'a pas encore créé nos pages. Donc, on va se faire deux pages. Donc, dans page, là, on va se créer notre premier composant, réellement. Donc, sachant que app.js est un composant, mais il a été déjà créé, le fichier était déjà créé. Donc, pour créer un composant, surtout, n'oubliez pas ça, c'est la première lettre majuscule. Donc, on va dire home.js, et là, on va faire un RSC, React Stateless Component. Paf. Ok, qu'est-ce que ça va composer, qu'est-ce que ça va comporter le home.js? Pour l'instant, on va juste écrire accueil, voilà, comme ça. Parce qu'après, la logique, on va rajouter le composant navigation, le composant countries, etc. On le fera après. Ensuite, deuxième page, c'est un site à deux pages, hein, donc j'essaie de faire le plus simple possible. Mais bon, si vous avez envie de faire 5 pages, ben, c'est la même logique, hein. Je pense que vous avez compris. On va dire une page about, donc la page à propos.
la page à propos, on va faire un H1 à propos. En vrai, ça sert à rien cette page, c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc, on va faire un P avec un lorem 400. Oula, c'est beaucoup lorem 400, bon, c'est pas... Ça m'a un peu choqué là. On va faire un lorem 100, voilà. Et on va refaire un break et on va se refaire un lorem. Tiens, voilà, on va dire P lorem 200. Voilà. Ok, notre page, elle est faite. Donc bon, c'est vraiment, ça c'est une page pour à titre d'exemple. C'est juste pour vous montrer comment ça va marcher la navigation. Alors, on va se placer sur app.js. Ça, on peut l'enlever. Et donc maintenant, on va appeler nos petits composants qu'on a mis ici, qu'on a importé ici. Il faut juste savoir que la navigation, on la met le plus haut possible dans notre projet, parce que c'est elle qui va nous dire où est-ce qu'on va, c'est elle qui va gérer les routes de notre projet. Donc, on va dire browser router, comme ceci. Donc browser router, c'est lui qui va englober toute l'application. À l'intérieur, il y a encore un composant à mettre, c'est routes au pluriel. Ok. Et là, maintenant, il va falloir qu'on déclare nos routes. Et donc, c'est cette logique-là, enfin, c'est ça qui fait que notre application englobée là-dedans va nous emmener à toutes les pages qu'on veut. Et donc, par exemple, on va dire route. Si jamais ton chemin, donc le path en anglais, c'est slash, donc ça veut dire c'est l'accueil du site, juste slash c'est l'accueil, eh bien, tu vas me fournir le composant suivant. Donc là, c'est element égal. Et là, on va se chercher un composant. Voilà comment ça marche. Comment est-ce qu'on va chercher un composant? Donc là, le composant, on a créé que deux composants pour l'instant, c'est home.js et ebad.js, d'accord? Comment est-ce qu'on va se chercher home.js? On fait chevron ouvrant, H majuscule, O, et là, regardez, il me le propose. Ça, c'est natif à VS Code, d'accord? Il nous propose des chemins comme ça, VS Code. Donc, vous embêtez pas à aller chercher à chaque fois les composants, parce qu'en fait, regardez, j'appuie dessus, clic, et là, il va nous chercher l'import. Parce qu'en fait, tous les composants qu'on appelle, où que ce soit qu'on les appelle, il faut à chaque fois les importer. Donc, il va falloir utiliser au maximum l'auto-import de VS Code, comme ça on n'aura pas besoin de se les importer à la main, et on évitera un grand nombre d'erreurs. Donc j'enregistre. Voyons voir. Voilà, là ça me dit je suis sur accueil. Mais pourquoi? Parce que on correspond bien à slash. Par contre, si dans l'URL là j'écris n'importe quoi, bah là il m'emmène à il sait pas où. Parce qu'en fait lui, il cherche par rapport au path, par rapport au chemin. Là le path, on lui dit que c'était ça. D'accord? Donc ensuite je répète cette ligne. Donc je fais Shift Alt flèche du bas, paf, je récupère. Je répète cette ligne. Et là je vais dire, bah, tiens, je vais te faire une page, je vais te faire un chemin about. Et quand tu verras le chemin about dans l'URL, d'accord? Donc ça, faut bien comprendre que paf, c'est ce qu'il y a dans l'URL. Quand tu verras le chemin about dans l'URL, c'est ça qu'on dit à React, et bien là, tu vas aller me chercher le composant about. Donc là, il faut le écrire A, B, et là, il me propose about ici. Donc là, je fais entrée, ou je peux même faire la tabulation, et ça fonctionne. Ce qui compte, c'est qu'il y ait l'auto-import là-haut, en fait. C'est ça qui compte. D'accord? Hop, j'enregistre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que là, quand je vais dans About, comme ceci, ça fonctionne. Voilà, il y a écrit à propos, et ça nous produit ce qu'on veut. Donc ça fonctionne. Ok? Et donc, vous pouvez créer une infinité de pages comme ça, et lui dire, bah, si jamais le chemin c'est ça, tu m'emmènes là. Si jamais le chemin c'est ça, tu m'emmènes là. Alors ce qu'on peut se faire aussi, c'est qu'on peut dire, bah, si jamais le chemin c'est n'importe quoi, donc si tu n'as pas trouvé de page référente, on peut par exemple renvoyer à l'accueil. On peut dire homme. Mais on peut aussi mettre une erreur 404, enfin faire une page d'erreur. Donc là, je vais juste commenter cette partie-là, je vais dire donc le path étoile fonctionne si jamais l'URL ne correspond à rien de connu, ou de déclaré, je vais dire rien de déclaré au-dessus. Voilà. Donc là, je fais CTRL// pour commenter, et ça commente comme ça en React, en fait. Ça rajoute
des petites accolades là, donc n'y faites pas attention. Moi, avant de pour commenter, moi j'écris toujours tout le texte que je veux, et après je fais CTRL/, c'est tout. Faut pas plus se prendre la tête que ça. D'accord? Donc voilà, ça je le précise parce que pour le all, des fois on peut avoir envie de mettre une erreur 404. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire le all? Ben, ça veut dire que si là on écrit n'importe quoi dans l'URL, si l'utilisateur veut faire le petit malin, eh bien ça l'emmène à l'accueil. D'accord? Il y a plein de sites qui font ça. Ok. Donc, eh bien on a réussi. On a réussi à naviguer. C'est bien, voilà, c'est ça. Donc si on avait eu beaucoup plus de pages, il aurait fallu, vous avez bien compris le principe, rajouter nos pages ici, faire des nouvelles routes. Tiens, je veux faire une nouvelle route boutique, une nouvelle route blog. Donc j'écris blog et j'appelle mon composant blog et voilà. Et ça fonctionne en fait. Donc vous voyez que ça va vraiment très très vite. Là, j'ai pris mon temps, je vous ai expliqué, mais en réalité, quand vous reprenez un projet, vous faites ça, vous faites CTRL-C, CTRL-V et boum, c'est parti, on enchaîne. Donc, maintenant, vous dites, ok, la navigation c'est bien cool, mais elle a quand même un petit défaut cette navigation, c'est que l'utilisateur ne va pas s'amuser à taper about comme ça avec ses petits doigts pour dire ah tiens amène-moi sur à propos. Là il faut lui mettre des liens, il faut lui dire mais clique là pour afficher telle chose ou telle chose, d'accord? Donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la création de notre tout premier composant, le components. On va aller et on va créer navigation.js. Alors, navigation.js, eh bien, c'est un composant de navigation qu'ensuite on va appeler dans toutes nos pages. Donc en fait, on va se la coder qu'une seule fois, notre navigation. Elle aura sa logique qui sera codée qu'une seule fois et elle sera rappelée partout. Voilà, c'est ça qui est fort en React. Donc on va faire quoi? On va faire un RSC, React Stateless Component. Et on va avoir besoin, pour se balader sur le site en React, en fait, sur un site normal, on aurait créé une encre, on aurait dit href, emmène-moi là-bas. On aurait créé un A, je veux dire. Et bien là, en React, ce A, ça s'appelle un navlink. Donc on va lui dire, importe-moi navlink from la bibliothèque, c'est React Router DOM. Et donc, là, hop, je vais dire point navigation. Ça sera la classe pour démarrer. Et donc notre navigation, ce sera un UL. Donc il n'y aura que 2 éléments pour l'instant, mais pourquoi pas après un jour en rajouter d'autres. On va dire quoi? On va dire navlink to, c'est comme ça que ça s'appelle, ça se dit to. Et donc, en gros, ça va dire navlink, on va englober notre accueil, par exemple, notre lit accueil. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il faut quand même que je le referme, ce navlink, voilà. Comme ça. Et là-dedans, on met un lit, et on n'a qu'à dire que ça, c'est l'accueil. Deuxième navlink. Donc là, c'est tout about. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on lui dit tout, c'est l'URL qui va taper. Et donc quand l'URL va correspondre à ce qu'on a mis dans notre routeur, eh bien, il affichera le composant en question. Et là, on va dire à propos. C'est tout. Pour l'instant. C'est tout. Donc, en ayant fait ça, où est-ce qu'on est, non, pour l'instant, on ne peut pas l'avoir, notre navigation, puisque bien sûr, on vient de se créer un composant, mais on ne l'affiche nulle part. Donc, il faut appeler ce composant. Les seules choses qu'on affiche, c'est nos pages, puisque nos pages correspondent à l'URL qui est tapée ici. Donc, dans nos pages, dans about, qu'est-ce qu'on va faire? Avant à propos, on va dire NAV, et regardez, là, il me le propose ici. D'accord? Il faut vraiment voir le chemin là qu'il propose. C'est lui. Donc j'appelle navigation. J'enregistre. Je vais dans Home. J'appelle navigation. Et voilà. Donc faites bien attention à ce qu'il soit importé là. De toute façon, s'il n'est pas importé, regardez, je ne l'importe pas. J'enregistre. Et là, il va me dire quoi? Si on va sur la page d'accueil, patatrac, ça ne marche pas. On remonte le message d'erreur. Il nous dit navigation is not defined, home ligne 5. Ok, donc là c'est quand même assez clair comme message. On va sur home ligne 5. Oui, bon, lui, là il considère que c'est ça la ligne 5 parce que tout est sur une seule ligne vu que ça commence par des parenthèses. Les parenthèses, ça veut dire que tout est sur la même ligne. C'est les accolades qui veulent dire qu'on est sur plusieurs lignes. Bon, toujours est-il que lui, il ne le connaît pas. Effectivement. Par contre, si on l'appelle, oui, il le connaît forcément. Et regardez plutôt à quoi ça correspond notre navigation. Accueil et à propos. Si on fait un clic droit inspecter, qu'est-ce qu'il nous a injecté? Il nous a injecté des A.
Donc nos navlinks sont devenus des encres, sont devenus des A. Mais bon, c'est comme ça que ça marche en React, il faut dire navlink. Et donc regardez, là on est sur accueil, et là je clique sur à propos, et voilà, on va sur à propos, on va sur accueil, à propos, accueil, à propos, accueil, à propos, accueil. Je pense que vous avez compris le principe. Mais ce qui est quand même cool, eh ben, c'est que là il n'y a aucun temps de chargement. Il n'y a rien. Tout est déjà préchargé. Ça s'appelle une single page application. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Et donc, en fait, c'est comme si tout le site était préchargé de base. Et donc ensuite, quand l'utilisateur clique, en fait, le navigateur, il a déjà toutes les informations, il a déjà tout, donc il peut envoyer. Et un navigateur, c'est extrêmement puissant. Donc voilà, vous avez la logique de la navigation. En fait, on l'a appelé dans les deux projets, dans les deux pages, on l'a appelé, et voilà. Et le composant vient se mettre là. Alors là, le composant, il a un style dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire un peu de style. Donc je vais faire d'abord, je vais en parler un petit peu du style. Donc, le style est là, il est fait en Sass. Donc si vous voulez être un développeur React, c'est-à-dire un développeur front, à minima, il faut quand même s'y connaître un petit peu en style. Il faut à minima travailler en React et à minima que ce que je vous montre là ne vous soit pas complètement étranger. D'accord? Donc l'architecture du style, je vous ai fait un exemple, parce que là dans page, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin vraiment de styliser les pages, mais il y a des fois, il y a besoin dans des gros projets. C'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, d'accord, l'architecture. On a un index.css qui regroupe tous les autres fichiers. Donc en fait, on a juste à importer l'index.css le plus haut possible dans notre application, et tous les autres fichiers seront appelés, vu que c'est des imports à chaque fois qu'on fait. Donc d'abord, on importe settings. Settings, c'est les réglages généraux. D'accord? Je suis en train de me rendre compte que là, j'importe une police, mais qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas dans le projet. Je vais aller la prendre vite fait, cette police. Joséphine Sens. Vous savez quoi, on n'en a pas besoin. Je vous laisse juste pour l'exemple la font face comme ça, d'accord? Et je vous mets la fonte comme ça, et si ça marche pas, il y a écrit sans serif, et voilà. Le projet, il sera en sans serif. Je voulais juste pour l'exemple ça, parce que bon, je vais pas non plus m'embêter à aller chercher des polices. Donc ensuite, on peut avoir nos variables, on peut avoir nos mixins, et après, on balance tous les réglages généraux de notre projet. Une fois qu'on a fait tous les réglages généraux, donc ça, il faut l'annoncer en premier, settings, puisqu'il y a des variables, et que ces variables, on va les réutiliser dans ces pages-là. Donc il faut forcément que settings soit annoncé en premier, comme ça les variables sont connues. Et donc dans navigation, ce qui m'intéresse maintenant, voilà, navigation, ce qui m'intéresse, c'est qu'on pourrait faire ce qu'on appelle une nav active, c'est-à-dire qu'on pourrait injecter une classe quand on est sur la bonne page. On va voir comment on fait ça. Donc d'abord, je vais me relier le style, donc on va aller au plus haut possible, donc c'est dans index.js. Ici, on va dire import, va me chercher ./style, donc ./ c'est pour dire tu pars de là où t'es. Composant, non pas composant, c'est style et c'est index.scss. Bon, il ne le propose pas, mais je sais que c'est celui-là. Et là, regardons. Ah ben non, il y a une erreur. Il y a une erreur, il me dit quoi? Il me dit can't resolve. Ah oui, non, oui, la fonte, oui, forcément. Si on l'a pas, bon, vous savez quoi, je vais aller la chercher du coup. Donc on va. Je vais couper et je vais la rajouter plutôt, ça ira plus vite. Donc il me faut la Joséphine Sens Medium, j'étais sur Google Font, je vous ai épargné ça. Donc Joséphine Sens Medium, extraire vers, cours React, et dans SRC, ce qu'il nous faudrait, ça serait un nouveau dossier qui s'appellerait Assets. Voilà. Dans Assets, on met des images, on met des fonds, des icônes. D'accord? Donc là, dans Assets, on va refaire un nouveau dossier, fonte. Voilà. Ça sera, comme ça, on aura une belle cohérence. Ok. Donc j'ai été chercher cette fonte. Où est-elle? Voilà, assets, fonte, voilà. Joséphine Sens. Bon voilà, c'est un détail. En fait, c'est pas un cours CSS ou SAS non plus, donc voilà, j'ai pas voulu perdre trop de temps là-dessus. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Oui, de relier notre SAS le plus haut possible, donc dans index.js. Index.js, c'est lui qui est le plus haut possible, hein, puisque c'est lui qui rend toute l'application et qui l'injecte dans route, d'accord? Donc, à quoi ça ressemble maintenant? Est-ce qu'on a du style? J'actualise. Non, il me dit encore compiled with problem. Il n'a pas réussi à aller chercher main img. Ah oui, les images, on n'a pas été se les prendre. Ouais, effectivement. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un dossier assets. D'accord? Comme ça, vous aurez aussi la fonte. Voilà, comme ça, on ne s'embêtera pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que
enfin je veux dire dans le support du cours, enfin là vous vous dites mais pourquoi il parle tout seul alors que vous l'avez déjà le dossier assets parce que j'enregistre forcément dans le passé. Donc du coup dans assets on aura les fontes et on a un petit fichier image. Voilà, comme ça, non, là il s'est mis dans fonte, voilà, là il se met dans, non toujours pas. Voilà, là j'ai bien fonte, image et il m'a fait un image copie donc ça on supprime. Voilà. Donc la petite image, c'est quoi? Oui, c'est l'image du logo, l'image de fond du logo. Là, c'est ça que j'avais oublié de mettre dans les supports. Enfin, vous l'avez du coup dans les supports, donc il faut que j'arrête de dire ça. Ok, on est bon. Est-ce qu'on a encore un message d'erreur? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a des messages d'erreur qui sont quand même assez clairs. Là, on voit déjà que la police a pris, et on voit effectivement qu'on peut cliquer sur les éléments qu'on veut. Donc, qu'est-ce que j'ai préparé dans le style? J'ai préparé, donc dans composant navigation, une nav active. Cette nav active, elle fait quoi? Elle révèle un after. Donc l'after, en fait, c'est une barre qui va souligner l'élément. Donc quand on va injecter cette classe, on aura une barre qui viendra là comme ça. Et donc on saura sur quelle page on est. D'accord? Donc on peut rajouter le style qu'on veut en nav active, en fait. Donc pour indiquer à l'utilisateur sur quoi il surfe. En fait, il va juste falloir que ça corresponde. Il faudra juste que ce chemin-là corresponde. Et la nav active s'appliquera. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors ça a un peu changé. Avant, c'était plus facile en React, et je ne sais pas pourquoi maintenant ça l'est moins, forcément. Enfin non, pas forcément, malheureusement, ça l'est moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans navigation.js, et là, dans la balise, on va dire, bah attends, je vais te mettre une classe name, mais cette classe, je voudrais que tu me la mettes que si tu es active. Et bien regardez comment on dit. Ça part sur une fonction fléchée, donc qui est anonyme. On va dire nav isActive, et on fait une ternaire. Si oui, alors tu me mets la classe navActive. Ça, c'est la classe qu'on a créée, nous, en CSS, ou en SAS, pour pouvoir injecter le style qu'on veut. D'accord? Et sinon, bah, tu mets rien. Voilà comment se présente la ternaire. Donc ça, avant, c'était plus facile à faire. Maintenant, c'est comme ça. Bon, écoutez, on va pas batailler. On récupère cette logique-là, et on la met aussi à son copain, à ce copain dessous. Et on enregistre. Voilà. Alors là, Prettier, il m'a remis ça à la ligne. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a fait pour l'un et pas pour l'autre. C'est pas très grave en soi. Il m'a fait ça comme ça. Hein. Ouais, comme ça. Ah non, même pas. Il a mis ça aussi à la ligne comme ça. Bon, pourquoi pas. Ça change pas grand-chose. Ah non, là, il veut pas le faire pour celui-là. Bon, peu importe. Ok, et donc là, en faisant ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, on vient de créer une navigation où on indique à l'utilisateur sur quoi il surfe. Regardez là, si je clique sur à propos, on voit très bien que là, il y a une classe navActive qui a été injectée. Et cette classe, eh bien, elle injecte une barre bleue en bas. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Voilà. Et comme ça, vous pouvez indiquer à votre utilisateur. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une barre bleue. Hein. Vous pouvez changer la couleur de fond ou écrire plus gros la page sur laquelle on est, etc. Il y a plein. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire en termes de style. Mais en tout cas, là, vous voyez qu'on a toute cette logique magnifique de navigation. Et c'est bien, parce que du coup, ça, c'est fini. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Je ferme un petit peu au fur et à mesure. Ça, la app, on n'aura plus besoin, parce que en fait, quand on code en React, enfin là, vous le voyez déjà, là sur le côté, là, on a une, on a une arborescence de fichiers qui devient vite énorme, en fait. Donc il faut, moi, je prends l'habitude de fermer pour pas trop m'embrouiller, en fait. Alors, maintenant, le logo. Deuxième partie, il y a une chose qui m'intéresse dans le logo. Ça a l'air facile comme ça, le logo, que je vous le montre, il est comme ça, hein. Il ressemble à ça, le logo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un composant logo, qu'on va incorporer une image avec une balise IMG, un H2 et une image de fond. Eh bien, ça vous paraît anodin. Eh bien, quand on débute, moi je sais qu'au début, j'ai un petit peu bugué là-dessus, parce que selon si vous déclarez votre image avec une balise IMG ou si vous la prenez depuis SAS en mettant background, eh bien, c'est pas pareil. Il faut les ranger ailleurs, les images. Il faut les ranger à différents endroits. Donc, qu'on soit bien clair. Je vais vous le mettre après en note, comme ça. Dans le projet, en fait, vous aurez tout pour démarrer après un site vitrine, ou enfin, vous démarrez un truc assez clean. Donc, si je dis logo.js, on va faire un RSC, React Stateless Component. Je vais dire .logo. Ok, ça démarre comme ça. Donc d'abord, on a une image. Et là, on ira la chercher après. On va juste appeler ça logo React. Ok.
on va faire un H2 React World. Ok, c'est tout. D'ailleurs, j'avais fait un H3, peut-être que c'est un peu mieux. Au niveau du style, ça fera pas trop moche. Ok. Donc déjà, j'ai envie de faire simple. On vient de se créer le composant. Maintenant, j'ai envie de vous montrer comment ça marche. Enfin, j'ai envie déjà qu'on se l'affiche, le composant. Donc on va... Le logo, où est-ce qu'on veut le faire apparaître? Ben, partout. Et en plus, il apparaît avant la navigation, le logo, hein. Il doit être au plus haut de l'application. Donc on va dans nos pages, About, hop, et là on dit LO, et là, regardez, il nous le propose. Et donc ça nous fait l'auto-import, là-haut. C'est indispensable. De toute façon, encore une fois, si ça ne marche pas, vous aurez des indices dans les messages d'erreur. Enfin, ce n'est même pas des indices, hein, ils vous diront ce que c'est le problème. Et là, j'appelle logo. Et vous voyez qu'on n'a pas à se le coder 50 fois, logo. On l'a codé une seule fois, et toute sa logique, après, on peut l'importer n'importe où. Et vous voyez, on l'a là, le logo. Ah oui, non, ça nous a déjà mis l'image de fond, parce que j'ai fait le style, effectivement. Donc, on a déjà l'image de fond. Bon, c'est pas très grave, je vais vous montrer comment on fait pour l'image de fond. Ce qui m'intéresse, c'est que pour les images, en fait, que vous allez avoir incorporées en balise IMG, donc ça, je vais vous le commenter, je vais l'écrire. Commentez-le vous aussi, si vous voulez. Donc, les images inclus, enfin non, je veux dire les images importées depuis la balise IMG sont accessibles dans public. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire, clac, j'enregistre. Voilà, comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre site... Vous voyez comment il fait là, React, là, quand il nous compile tout? Là, on a l'impression d'avoir un HTML tout à fait classique. Vous voyez comment ça se présente? Et bien en fait, notre balise image, là, elle est là. Et elle prend sa source, elle prend sa SRC dans public. Donc là-dedans, on peut imaginer qu'on se fait un dossier image. Bon là, pour l'exemple, on va juste prendre le logo 192, là, celui-ci. Mais en gros, c'est comme si notre balise, elle était importée directement ici, comme si dans route, on avait image, Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour avoir l'image, si je vais aller chercher l'image du logo 192, j'ai juste à faire / logo 192.png, d'accord? Et bien là, dans React, on va pas être aidé pour taper, puisque effectivement, hop là, attendez, je remets ça comme ça, effectivement, il va falloir qu'on fasse comme si on était dans public pour taper. Donc là, dans public, eh bien, il faudrait que je dise /, et là, vous voyez qu'il ne me propose rien, et je lui dis, va me chercher logo 192.png. Et là, il va le trouver. Il va le trouver alors que regardez le chemin. Quand on est dans le logo, il faudrait faire 2 fois 2 points sortir de là, ensuite sortir du SRC, ensuite aller dans le public, et ensuite aller là. Et non. Là, il faut vous dire juste, les balises IMG, c'est comme si j'étais dans public. Voilà. Ça, c'est un truc primordial à savoir. Et donc, regardons, voilà, ça a fonctionné. Bon, c'est primordial, mais bon, une fois que vous le savez, vous le savez. Hein. Il ne faut pas non plus trop s'en faire une montagne. Hein. Par contre, dans composant, donc, ça s'appelle logo. Si vous avez besoin d'inclure un background, donc là on voit que notre logo, il a une image de background, hein, clairement. Je vais vous le refaire au ralenti. Hop, je supprime. Voilà, là il n'y a pas de background, ok. On va aller se la chercher. Et bien là en fait, c'est le principe que vous connaissez. Donc on dit URL. Non, c'est pas /, donc là du coup on fait 2 /, on sort. Ensuite on ressort à nouveau. Ensuite on va dans Assets. Ensuite on va dans Image. Et ensuite on va dans Main. Et on dit Center Cover, ça c'est pour que ce soit parfaitement mis. Voilà. Bon, là pour le coup, l'image en background, il faudrait presque rien que je vous dise parce que c'est comme si vous alliez chercher l'image normalement en fait. C'est le bon chemin. Donc dites-vous juste que c'est pour la balise IMG que c'est particulier. Pour l'image en background, vous allez chercher l'image. Et puis si vous la voyez, c'est que ça a marché. Si vous la voyez pas. Par contre, des fois, je ne l'ai pas dit ça, actualisez des fois. Parce que quand on enregistre, ça fait une mise à jour, mais des fois en React, il met des choses en cache ou quoi, et on a besoin d'actualiser. Bon, là c'est pas le cas, mais je vous le dis pour l'avenir. Et donc voilà, on a réussi à... Enfin, j'ai réussi en tout cas à vous expliquer cette petite particularité des images, et on a surtout réussi à se coder un composant qu'on réutilise, un composant qu'on réutilise, et puis des pages complètes qu'on appelle quand l'URL correspond. Donc on a déjà
Là, on vient de se faire la logique d'un site vitrine. Là, vous pourriez déjà faire un site vitrine avec une navigation hyper dynamique et en utilisant des composants. Donc maintenant, bon, bien sûr, on va aller quand même un petit peu plus loin dans ce projet, puisque on va aller se chercher les pays, se les stocker, se les lister. Bien, on va se coder donc la partie avec tous nos pays qui sont là. La petite partie recherchée, là, ce truc-là, on le fera à la fin, c'est ce qui est plus complexe. D'abord, on va aller se chercher les données dans une API, on va se les stocker ces données, et après on va faire un map. D'accord? C'est parti. Alors, le lien de l'API, peut-être je suis en train de penser, est-ce qu'il nous faudrait ce lien REST countries API. Si je tape REST countries API, est-ce que je trouve quelque chose? Je sais plus. Bon, écoutez, ben, le lien je vous le passe, c'est celui-ci. Ça s'appelle restcountries.com et /v3.1/all. Oui, l'API a changé récemment, là, parce que j'avais fait des vidéos précédentes, mais l'API a changé récemment. Et maintenant, c'est ça le bon lien de l'API. Donc, avant de travailler avec une API, la première chose qu'on doit faire, c'est de mettre le lien dans l'URL et de contrôler que ça fonctionne, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire une requête à l'API. Là, ça fonctionne, donc on va pouvoir faire une requête, effectivement. Alors, nouveau composant, donc le composant de tous les pays, j'ai dit qu'il allait s'appeler countries, donc les pays au pluriel, les countries, RSC. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher, bah déjà, vous savez quoi, on n'a qu'à juste mettre un H1, au moins pour voir si notre composant fonctionne. Donc j'écris juste countries. Ça, c'est quelque chose qui se fait souvent. Quand vous créez un composant, vous le mettez déjà là où vous comptez le mettre. Donc nous, on compte le mettre dans home. On compte dire logo, accueil, même accueil, on peut le virer. Et on va dire j'appelle countries. Ok, j'enregistre. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, on voit qu'il y a countries. Ok, le composant est bien appelé. Donc maintenant, on peut travailler dans cette zone-là de notre site. Il n'y a aucun problème. Concernant le style, d'ailleurs, je suis en train de, je viens de tilter là. Si vous voulez faire du style, que vous dites, tiens, mais comment on fait pour faire du style? En fait, vous avez juste à vous y prendre comme si vous faisiez votre style habituel. Vous faites clic droit sur l'élément que vous voulez, vous inspectez. Vous dites, ah ok, bon là, il n'y a pas de classe, mais bon, on pourrait mettre une classe. On pourrait dire countries container. Ah tiens, countries container, il y a un H1 qui s'appelle country. Eh bien, vous sélectionnez ça en SAS et vous mettez votre style. C'est tout, il n'y a rien de plus à faire que ça. En fait, il faut fonctionner avec la console ici. Si vous voulez mettre du style, vous vous dites, tiens, comment ça a été injecté? Voilà, vous récupérez les noms. Enfin, c'est comme ça qu'on fait du style en général. On n'a pas besoin d'aller dans les fichiers, voir comment on a appelé les choses. Il vaut mieux se balader dans la console, comme ça on voit exactement comment le navigateur interprète. Bon, cette parenthèse étant dite, voilà, on revient là. Et donc là, oui, on aurait pu mettre une petite classe. Donc on va dire class name countries. Ok, donc là, c'est là qu'on aura nos pays. Très bien, bon, on voit que c'est centré maintenant. Parce qu'il y avait du style sur cette classe de countries. Alors, on va aller chercher nos données. Pour aller chercher nos données, on va avoir besoin de npm i pour install Axios. Axios, c'est une technologie qui nous permet de faire des fetch. Donc là, je vais contrôler qu'il est bien installé. Voilà, là j'ai Axios. Axios, ça permet de faire des fetch un peu plus rapides. Et de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, que vous soyez en Vue, en Angular ou en React, même vous pouvez le faire en Vanilla JavaScript. Axios, vous pouvez l'utiliser partout. Donc comment on va faire? On va pas ici s'appeler Axios à l'air libre. D'accord? Là, je pourrais faire axios.get, c'est comme ça qu'on va chercher les données. Mais si on faisait ça, on aurait des soucis dans notre composant. En fait, il ne faut jamais rien déclarer à l'air libre. Il faut lui dire, plutôt on peut lui déclarer des fonctions, toutes celles qu'on veut, on verra plutôt ça dans la deuxième partie. Mais si on veut qu'il fasse quelque chose quand le composant est appelé, quand le composant est monté, c'est comme ça qu'on dit, eh bien, ce qu'il faut lui dire, c'est qu'il faut faire un use effect. Un use effect, en fait, c'est... en gros, on va y mettre tout le bout de code qu'on veut à l'intérieur, et ça se joue quand le composant est monté. Voilà comment ça se présente comme ça. Ça s'appelle un callback, les petits crochets. Donc je vais commenter quand même. Je vais dire... Donc, le use effect se joue lorsque le composant
est monté. Donc c'est quand on arrive dessus, c'est comme ça qu'on dit. On dit il est monté, on monte le composant quand on l'appelle, quoi. Là, il est mis en place. D'accord? Mais il faut quand même savoir que ce bout de code-là peut être rappelé si jamais quelque chose se passe là-dedans. Mais bon, sachez juste que ça, c'est le callback. On ne va pas l'utiliser pour ce cas concret, parce que là, en fait, on va juste aller chercher les données une fois de nos pays, et après, on va les stocker, ces données. Mais bien sûr, on verra tout au long des prochaines vidéos les cas concrets dans lesquels on peut utiliser ça. Donc, toujours est-il que là, on lui dit, bon, ben, quand le composant est monté, je veux que tu me joues. Et là, on peut lui dire Axios. Là c'est une bonne pratique de faire ça. On dit Axios.get va me chercher ça. Donc, bien sûr, si on appelle Axios, il faut l'appeler là-haut aussi. Vous voyez que moi, j'ai fait un appel automatique. J'ai été un peu vite, mais je vous le dis. Donc, ça fait import Axios from Axios. Ça, vous pouvez le taper à la main, sinon, bon, c'est assez court à taper. Et donc, on lui dit, va me chercher ça. Zen, donc là, si vous avez l'habitude du fetch, c'est un peu la même chose. Bah, Zen, le résultat que tu as été chercher, bah, montre-le-moi. Je vais faire un console log. Donc, qu'est-ce que ça dit, la console? Ça dit qu'on était chercher un array avec de la data. Donc, il faut dire res.data, à mon avis. On va dire res.data. Et là, effectivement, on est à l'entrée d'un array de 250 pays. Ok, on a réussi à aller chercher notre donnée. Donc, vous voyez, on n'utilise pas le fetch, on utilise Axios. Et si vous avez l'habitude du fetch, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une étape en moins. L'étape du res.json, elle disparaît avec Axios. C'est-à-dire qu'il transforme directement le fichier JSON en un objet JavaScript exploitable. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est se stocker. Au lieu de faire un console log, bien sûr, se mettre cette donnée, cette data, on va se la mettre dans une variable. Et donc, on pourrait être tenté de dire const data égale un tableau, et puis après, on te passera les choses suivantes. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait en React. Enfin, on peut en réalité faire ça en React, mais c'est pas comme ça qu'on fait. En React, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le state. Vous allez mieux comprendre petit à petit le state, en fait, à force de faire des choses, en faisant toute cette première partie, ensuite en faisant la seconde partie. Donc je ne vais pas trop m'étendre dessus pour expliquer. Vous allez plutôt comprendre en le faisant. Donc on va dire, je crée une variable data. Ma seule chance, ma seule opportunité de pouvoir modifier cette variable data, c'est de passer par cette data. Donc en fait, on ne modifie jamais la variable directement. On passe par un set data. C'est elle qui va nous permettre de modifier cette data. Parce que cette data, en fait, c'est comme si, enfin cette variable data, c'est comme si elle était stockée dans l'état de notre composant. En fait, il y a un état au-dessus. Et on peut stocker toutes sortes de choses. Mais je vais vous montrer avec un petit plugin comment est-ce qu'on peut regarder ça. Et donc, on va dire que c'est un useState. Voilà. Et on peut dire, bon, on attend des crochets vides. Comme ça, on part sur un tableau. Donc, on a data. La seule façon de pouvoir modifier cette variable data, c'est de passer par cette data. Et on déclare que c'est un useState. Donc, il faut le déclarer aussi là-haut. D'ailleurs, je n'ai pas dit pour useEffect. Il faut aussi que ce soit déclaré là-haut. Ce sont des composants de React. Donc, il faut les appeler ici. D'accord? Mais en vrai, si vous commencez à taper use, il vous le propose en fait, le useState. Donc voilà, il faut prendre celui qui vous propose et ça fait l'auto-import là-haut. Mais sinon, vous avez de toute façon un message d'erreur, il vous aurait dit useState is not defined ou useState, je sais pas quoi. Enfin, dans tous les cas, il aurait pas connu, enfin, il connaissait pas ce que c'était. Ok. Donc, on a déclaré notre variable ici. Eh bien, il y a un outil qui s'appelle le React Dev Tools. Ça, moi, j'utilise que ça. En fait, on n'a quasiment jamais besoin de faire de console log. Donc, vous prenez React Developer Tools, ça existe sur Firefox, ça existe sur Chrome, évidemment, parce que moi, je suis sur Brave, hein, mais bon, il faut savoir que Brave et Chrome, c'est la même chose, hein, c'est le même, le code, en tout cas, de fond, c'est le même. C'est juste que Brave, c'est beaucoup plus, ça respecte beaucoup plus la vie privée. Donc, voilà. Donc vous prenez ce petit toolkit là, ce petit développeur tool, et vous allez peut-être devoir recharger votre navigateur, refermer et relancer, ou sinon vous allez directement l'avoir ici. Donc ça s'appelle Profiler, on s'en fout de Profiler, mais ça s'appelle Components, l'autre. Bon, en vrai vous allez l'avoir, enfin, mince, je suis sur quoi là? Voilà, vous allez sur Components. Et donc ce truc-là qui s'appelle Components, donc là où il y a éléments, console et tout, ça c'est un plugin qu'on s'est téléchargé,
eh bien, ça nous regroupe tous les composants de notre application. Et là, vous voyez comment ils sont fichus. Et quand vous allez sur Twitter ou sur Facebook, eh bien, avec cet outil component, vous pouvez voir exactement toute l'application, comment elle a été faite. Puisque ben, le code en front, il est libre. Hein. Vous avez, enfin, le code que votre navigateur interprète, vous y avez accès, vous, bien sûr. Donc, vous pouvez voir les différents éléments, de la structure du site. Et donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est Countries. Il est appelé ici. Donc là, on est dans Route. Donc au début, on part du browser router, on descend, hop, Home. Qu'est-ce qu'il y a dans Home? Ben, dans Home, il y a logo, il y a navigation, il y a les links, les navlinks qui sont dans navigation. C'est comme si c'était des composants, mais ce n'est pas des composants qu'on a créés, mais c'est des composants, les navlinks. Et bien sûr, là, on a Country. Et là, dans Country, il y a un truc intéressant. C'est que oui, il nous dit qu'on a un use effect, bon, on s'en fiche. Et il y a un use state, il me dit que c'est des crochets. Il y a un state tout court, il me dit que c'est des crochets vides. Et bien en fait, c'est là qu'on va voir notre state évoluer. Là, vous voyez qu'il est vide, notre state. Mais, donc je vous ai dit que la seule façon de pouvoir modifier data, c'est de dire set data. Donc si là, à la place du console log, je dis ben, set data, je te passe. C'est comme ça que ça marche. Enfin, entre parenthèses, on lui passe les valeurs qu'on veut. Donc set data, je te passe le rest.data, donc tous mes 250 pays. J'enregistre, et bien là, regardez. Vous avez vu? Si vous n'avez pas vu, je vais vous le refaire après au ralenti. Hop, on a notre state. On a donc, il faut savoir que le 1, c'est la première, parce qu'en fait, ils s'appellent tous state, les différentes variables qu'on va créer en faisant le use state. Mais le 1, ben là, c'est la première qu'on a déclarée. Et elle abrite absolument les 250 pays. Donc, on a toutes les données qui ont été passées à l'état de notre composant. Et maintenant, on va pouvoir exploiter cet état. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, il peut être exploité en temps réel, cet état. Et c'est ça qui est bien. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et oui, je voulais quand même vous remontrer. Regardez, quand je recharge la page, state, il va être vide. Hein. Il y aura juste des crochets vides. Vous allez voir, c'est le temps de réponse du serveur, le temps qu'on mette les choses. Regardez. Là, c'est vide. Hop, et c'est bon. Là, on a la data. Ok, donc vous voyez que les console logs, on n'a pas besoin de les faire. On se positionne sur notre composant qu'on veut. Et on peut savoir... En vrai, des fois, on peut avoir envie d'en faire des console logs, mais... On va dire que pour ces cas-là, on n'a plus besoin d'en faire des console logs, on a tout directement, on a l'état tel qu'il est actuellement devant nous, quoi. Ok, donc ça, vous inquiétez pas, on va le revoir plusieurs fois. Enfin, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait les variables, la plupart des variables en React. Donc voilà, on va dire que c'est une première couche que je vous fais. Tout comme le use effect, chaque composant, quand on le crée, si on a envie qu'il joue quelque chose dès qu'on le crée, on fait ce qu'on appelle un use effect. C'est-à-dire que dès que le composant est monté, tu me joues ça. C'est ça que ça veut dire use effect. Mais il faut tout cloisonner, parce que vous allez me dire, mais pourquoi, si on veut que ce soit joué d'entrée, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas comme ça, Axios? Et bien parce que là, en fait, il serait tenté, le composant React, de rejouer ça, de le rejouer à l'infini, en fait. C'est pour ça qu'il faut cloisonner les choses. Il faut les mettre, voilà, comme ceci dans un use effect, par exemple. Donc ça s'appelle des hooks. Use effect, use state. C'est du React moderne. C'est des choses qui n'existaient pas il y a 3-4 ans, d'accord? Donc vous pourriez encore tomber sur des vieux projets de gens qui ont fait du React et qui n'utilisent pas ces choses-là. C'est tout à fait plausible. Même moi, ma toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans je crois, je n'utilisais pas les hooks, j'utilisais des classes componentes, enfin voilà. Donc du coup j'ai un peu connu l'ancien React aussi, et je peux vous dire que le React actuel est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, maintenant qu'on a notre data, eh bien, exploitons-la notre data. Comment est-ce qu'on fait pour exploiter un array dans lequel il y a plein d'objets? Ben, il y a une méthode pour ça en JavaScript, je suppose que vous la connaissez. Vu que vous ne pouvez pas me répondre, je vais répondre pour vous. C'est la méthode, puis on va créer une... Non, j'avais créé un UL, là. Ouais, c'est pas très... Bon, j'avais créé un UL, on va rester sur un UL. En fait, il faut savoir que quand on liste des cartes, s'il y a plus de 2 éléments dans les lits, il ne faut pas faire des lits. Mais bon, là, je vais quand même faire des lits parce que j'ai envie de rester sur le même style que... J'ai envie de rester sur le même style qui a été fait et de ne pas le reprendre, voilà, rester sur un truc simple. Donc, on va faire des UL et là-dedans, on va se lister nos pays. Mais bon, il faut savoir que c'est pas non plus une archi mauvaise pratique de lister des choses dans un UL et dans un lit, mais c'est juste que mes lits vont être un peu gros par rapport à ce qui est accepté, on va dire. Donc, on va dire quoi? On va dire data, .map, je te map. Donc, oui, je n'ai pas précisé, mais pour écrire dans nos composants, là, on peut écrire n'importe quoi. Attendez, il faut quand même que je vous montre. Si j'avais dit const hello
set hello. Donc on va faire juste un petit texte qui dit hello use state. On va dire, bah tiens, tu vois, tu dis hello. Non, mais on va dire hello les amis, ce sera un peu plus parlant. Et bien en fait, en React, dès qu'on veut faire du React, on ouvre les accolades. On ne fait pas $accolade comme en JavaScript, on fait juste accolade. Et par exemple, on dit hello. Et là, regardez ce que ça fait. Et ça me dit hello les amis. D'accord? Donc on a juste besoin de citer la variable comme ça. Mais on peut aussi faire une ternaire. Et on peut aussi balancer tout le JavaScript qu'on veut, en fait, en quelque sorte. Donc bon, ça c'était juste pour vous montrer qu'on peut afficher les choses comme ça. Et donc là, pour lancer mon map, eh ben, j'ouvre des accolades. Et je dis data.map. À partir de là, je lui dis comment je vais appeler chaque élément individuellement. On va dire un country. Et qu'est-ce que tu vas faire de chacun de ces éléments? Tu vas me faire un lit, par exemple. Et on va dire, tu vas me faire country.name. Non, ça s'appelle pas comme ça. C'est pas country.name. C'est country. Hop, on va dans countries. Donc c'est là qu'on a notre state. On peut le consulter en temps réel. Et ah oui, non, mais en plus il y a un nom particulier parce que ça s'appelle oui, parce qu'en fait il y a une sorte de traduction. C'est country.name. Ah non, c'est sans traduction celui-là. Si, on avait translation, sinon on peut faire country.translations. Country.translations.fra.common. C'est rapide. Bon, on va quand même le faire. Bon, country.translations FRA common. Est-ce qu'on a réussi à se lister nos 250 pays? Le suspense? Non. Alors, j'ai du mal à écrire un truc. Là, il me dit que chaque élément d'une liste doit avoir une clé unique. Ça, c'est pour pouvoir après les manipuler, ces éléments, en React. Mais c'est pas ça le... Ça pose pas... Enfin, c'est pas bloquant en soi. Je vais vous montrer comment il faut faire. Donc en fait, il faut se placer dans le lit. Et il faut dire, attends, je vais te donner une clé. Et la clé, c'est country, par exemple. Donc toujours égal accolade. On pourrait dire country.name. Chaque pays a un nom différent. Donc vu qu'il faut qu'ils aient tous une clé unique, je pense que country.name, ça fonctionnerait. Non, country.name tout court, ça marcherait pas. Parce que ça suffit pas, il faut dire common pour accéder à ça dans la base de données. Ah non, mais il y a deux pays qui ont le même nom. Forcément, il fallait que ça arrive. Alors, si on ne trouve pas d'ID comme ça, ce qu'on peut faire, on peut lui donner... Enfin, ce qu'il faut, c'est donner une clé qui soit unique à chaque élément qui va lister dans le map, en fait. Si on n'a pas d'élément comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un index. On lui dit un deuxième paramètre, index. Et donc le premier élément ce sera le 0, le deuxième ce sera le 3, et donc le deuxième ce sera le 1, le troisième ce sera le 2, etc. Et donc on va juste lui dire la clé c'est l'index. Et en gros index c'est juste pour compter, il va compter de 0 à 250. Mais c'était pas ça le problème. Attendez, j'actualise. Là on n'a plus de problème de clé. Cependant, il veut quand même pas nous afficher nos lits. Mais je crois que c'est parce que j'ai mis un S là. Regardons. Ouais, c'est mieux. Ok, bon, ils sont en flex. Ils sont tous côte à côte en flex. Ils sont en flex wrap. Ouais, c'est pour ça qu'ils reviennent à la ligne. Voilà. Bon, on a réussi à lister nos 250 pays. Oui, d'accord. J'ai fait une faute de frappe. Mais c'est vrai que moi, dans mon modèle final, je n'avais pas utilisé les noms en français. Mais c'est vrai que dans l'API, ils proposent des noms en français. Donc autant en profiter. Par contre, le nom de capitale n'est pas en français. Donc bon, c'est un peu particulier. Mais on n'a qu'à dire qu'on fait comme ça. Toujours est-il que je vous ai quand même dit que on allait faire des composants particuliers, et je vais plutôt vous expliquer avec un schéma. Alors, qu'on comprenne bien comment ça se présente, l'arborescence des composants, on a le composant le plus haut possible de notre application, c'est bien le app. Ensuite, dans about, on a bien appelé deux composants. Ok, bon, tout ça c'est facile. Je pense que vous avez un peu compris que ça marchait comme ça. Donc app, il appelle home. Home, lui, à l'intérieur, il a trois composants. Il a navigation, logo, countries.
Et dans countries, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va lui aussi lui appeler un composant. C'est un peu comme un composant enfant, c'est-à-dire un composant qu'on appelle à l'intérieur d'un autre composant. Et comme ça, on va se lister la logique de toutes nos cartes. On va se lister une seule fois la logique de nos cartes, et bien sûr, le map va les multiplier. Sauf qu'il y a un problème, et c'est ce qui va nous emmener à une notion qui est très importante aussi en React, c'est-à-dire c'est les props. C'est-à-dire que le countries, notre countries qui est, enfin lui le card plutôt, eh bien il va falloir qu'il connaisse les données de pays. Il va falloir qu'on passe à card les données du pays. Et card il va pas les connaître de base. Eh bien ça en fait ça s'appelle une props en React. En fait un élément, un composant parent peut passer ses données, les données qu'il veut, à un composant enfant. D'accord? Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis des flèches comme ça. Elles ne sont pas anodines, ces flèches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il y a de parents à enfants, on peut passer les données. Par contre, un enfant qui a des données, il ne peut pas les redonner à son parent. D'accord? Et ça peut donner des blocages. Alors, bien sûr, vous doutez bien qu'il y a des solutions. Mais là, on est dans du React qui est bien plus évolué. Ça sera vu beaucoup plus tard. Ça ne sera même pas vu dans la partie 2. Ça sera vu encore plus loin que la partie 2. Donc, pour bien comprendre ça, il va falloir que countries donne ces données aux cartes qu'on va lister. Ok, donc je peux refermer mon petit truc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un composant card. On va dire card.js rsc. Et donc, lui, il aura la logique d'affichage d'une carte. Donc, on va dire que c'est un lit qui a la classe card. D'accord? Et puis, oui, il y aura le drapeau d'un côté. Alors le drapeau, on va pas encore se remplir tout ça. On va juste essayer de faire apparaître les choses. Donc j'ai tout mis dans une div info, les données des pays. Et ce sera des H2 dans lequel on mettra le nom du pays. D'accord? On va juste faire ça comme ça. Le but d'abord, ça va être de faire apparaître ce composant et de le lister 250 fois. C'est ça la première étape. Donc notre map, au lieu de dire lit machin chouette, non, on va pas faire un lit. Attendez, il faut quand même que je récupère... Non, mais l'index, on s'en fout. On va faire comme ça. On va dire, ok, eh bien, tu vas me lister card. Donc lui, il va prendre ces données et il va jouer autant de fois qu'il faut parcourir le tableau. En fait, c'est ça que ça fait un map. Hein. Un map, ça parcourt autant de fois que vous voulez un tableau. Là, il y a 250 énumérations, mais il va faire 250 fois. Il va aller nous chercher ce composant 250 fois. Il me dit que j'ai toujours pas la clé. Ah ben là j'ai réussi à lister, oui. Et oui, parce que il faut quand même savoir que au début on a que les drapeaux et éventuellement on a les infos au over, d'accord? C'est comme ça que ça s'affiche, c'est au over que s'affiche les infos. C'est-à-dire que la partie que j'ai nommée, cette partie-là, info, en fait elle est en opacity 0, et quand on survole la carte, elle passe en opacity 1. Voilà, c'est tout, c'est juste ça le petit truc CSS. Donc c'est pour ça que là on voit rien, mais on a bien nom du pays, nom du pays, nom du pays. Donc bon, c'est pas dynamique. Il a écrit en dur nom du pays à chaque fois. Donc il me dit déjà que each child in a list should have a unique key prop. Ok. Si tu veux une clé unique, mon ami, tu vas prendre l'index. Alors il faut savoir qu'on peut aussi passer une clé vraiment unique si jamais on est sur une base de données d'utilisateurs ou d'articles et que par exemple on a un truc qui s'appelle article.id, on peut passer un ID unique à chaque fois. Mais là on n'a pas vraiment d'ID, donc on va faire index. D'ailleurs je ne vais même pas checker s'il y a un ID, mais c'est bien de vous apprendre aussi qu'on peut faire un index. Ok, donc là on n'a plus le message d'erreur. Maintenant, je vous ai dit qu'on a un composant enfant qui est card, qui est dans countries. Ce composant enfant, les composants entre eux, ils ne connaissent pas les données des autres. Par contre, ils peuvent se les passer. En tout cas, le parent peut les passer à l'enfant. Donc si on veut passer les données, on va faire ce qu'on appelle une props. On va dire, je vais appeler la donnée que je te passe, je l'appelle country. Et qu'est-ce que ça va être cette donnée-là? Eh bien, ça va être ce country-là. En gros, le country, c'est un nom générique qu'on donne à chaque tour de map. Bon, je me rends compte que c'est un peu compliqué quand j'explique, mais c'est de la pratique. En gros, country, qu'on soit bien d'accord, c'est... Vous voyez, vous voyez les clés là qu'on a à chaque fois? Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'était country. Et dans countries,
Ah, il me dit encore unique key prop. Non, mais ça c'est bon. Faut actualiser peut-être. En gros, country, c'est à chaque tour de boucle. Country, bah, tour de boucle numéro 0, bah, c'est ce pays-là. Au tour de boucle numéro 1, c'est ce pays-là. Donc en gros, nous, on lui passe vraiment toutes les données de chaque pays individuellement, des 250 pays. Mais c'est à chaque tour. C'est ça que ça fait le map. Ça va lister 250 fois card. C'est ce qu'il a fait là. Là, il a listé 250 fois card. Sauf qu'à chaque fois, on peut lui passer les données à chaque fois du pays où il en est. Donc on va lui dire, bah, je te passe country. Ok. Donc on lui dit compose en card. Tu as une clé unique, bien sûr, pour chaque pays. Donc attendez, si j'actualise, est-ce qu'on a toujours le message d'erreur? Non, on n'a plus le message d'erreur. Donc vous voyez, des fois, il faut actualiser. On a bien la clé unique pour chaque élément. Ça peut être utile pour mettre à jour ou pour supprimer des éléments. React, il a besoin d'avoir un ID unique pour chaque élément. Ok. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est récupérer country ici. Et ça, on peut se le récupérer. Ça, on peut se le récupérer. Regardez plutôt. Si là, je disais props. Alors, props, c'est le terme générique. En vrai, après, il y a un moyen d'aller plus vite, mais je vous montre au moins à quoi ça correspond. Donc, je log props. Et donc, il va me loguer 250 fois. Chaque tour de boucle, voilà, vous voyez, il m'a fait 250 console log de chaque pays. Sauf que vous voyez, le props, on n'est pas directement à l'entrée des données. En fait, si vous voulez être à l'entrée des données du pays, là c'est République... c'est quoi cette République? Trinidad et Tobago. Eh bien, il faudrait faire props.country. Là oui, là effectivement, on serait à l'entrée des 250 pays, vous voyez? Là on est à l'entrée des 250 pays, donc bien sûr à chaque fois on passe une donnée différente, et donc le console log, il joue à chaque énumération du map, donc les 250 fois que le map énumère, ça nous joue un console log. Et donc si vous connaissez un petit peu JavaScript, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une façon de déstructurer ça. On pourrait juste dire country. Et en disant juste country, on accède. Regardez là, si je log country, on accède directement à props.country en fait en faisant comme ça. Donc il faut mettre les accolades ici pour déstructurer. En déstructurant comme ça, là, on accède à la donnée qu'on veut. Et c'est comme ça que un composant parent transmet ses données à un composant enfant. Là, je vous ai montré l'exemple pour le map, mais il y en a vraiment il y a énormément de cas d'usage. Hein. D'accord? Et donc voilà, ça nous liste à chaque fois les données de chaque pays. Donc maintenant, si on dit country.flag, ça nous donne le drapeau, etc. Bon là, on revient dans du JavaScript assez classique. C'est-à-dire que maintenant, là, on est dans chaque tour de map. Donc on va faire une balise IMG ici. Puisqu'au début, on ne voit que le drapeau du pays. Et l'IMG, ça s'appelle country.flags.svg, c'est le drapeau. On pourrait écrire drapeau et le nom du pays. Je réfléchis, est-ce qu'on veut vraiment se faire ça? Donc si on veut s'écrire drapeau et le nom du pays, il faudrait se mettre comme ça. On pourrait dire drapeau plus, c'est quoi le nom du pays? C'est country. Je vais le mettre en anglais. Non, on va le faire bien parce que donc c'est country.translations.fra.common, voilà, c'est beaucoup plus court. Ok, donc là on affiche les drapeaux, et par contre, si jamais la source était pas bonne, regardons l'alternative. Vous voyez, on a drapeau Cuba, drapeau Guadeloupe, drapeau Grèce. Donc là, pour les non-voyants, on a vraiment un truc très accessible. Et même pour les robots de Google, bien sûr, qui référencent les images, c'est grâce à l'alt qui référence les images. Et donc là, on a une alt qui est dynamique. D'accord? Ok. Bon, ça reste du JavaScript classique, mais bon, ça fait quand même pas de mal d'en parler. Ok, on a réussi à afficher tous nos drapeaux. Et maintenant, il faut mettre les données dynamiques du pays. Donc j'avais dit quoi? J'avais dit capital. Donc il faut pays d'abord. Donc nom du pays, il est là. Le nom du pays, c'est tout ce truc-là. Hop. Hop. Ok, j'enregistre. Voyons voir si on a dynamiquement le nom du pays. Martinique, Grèce, Guadeloupe. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Bermude, Danemark. On est content. Ensuite, on avait la capitale. Donc c'est country.capital, la capitale dans le tableau.
ça fonctionne. Et enfin, pour finir, on avait la population, donc j'avais écrit pop comme ça, et là, il nous faut donc la donnée dynamique de la population, country.population. Donc vous voyez que on est dans de l'HTML en quelque sorte, hein, même si c'est du JSX, et qu'on peut intégrer extrêmement facilement et rapidement des données dynamiques, des données donc, qui sont générées comme ça dynamiquement. Là, on a la logique de 250 cartes, elle a été codée une seule fois et le composant il est rappelé 250 fois. Regardons, voilà, ça marche. Par contre, le chiffre là n'est pas optimisé. On va faire un séparateur de milliers. Pour faire ça, on va dire point to local string, tout simplement. Et là, voilà, ça fonctionne. On a un séparateur de milliers. Ok. Bon, ça c'était du JavaScript. Mais de rien, enfin, si vous avez souvent fait du JavaScript, surtout avec moi, vous avez quand même déjà vu cette façon de faire quand on fait des maps, hein, quand on va fetcher des choses, puis ensuite on fait des maps. Ben là, c'est la version React. C'est une version un peu sous stéroïde, un petit peu améliorée. Mais bien sûr, ça permet aussi de faire beaucoup d'autres choses dans l'interface de React comme ça. Maintenant, on va voir comment trier les choses. Mais en vrai, on peut vraiment faire beaucoup de choses particulières. On verra aussi dans la partie numéro 2. Donc par exemple, là, le H1 il dégage. Hop. Et maintenant, on va donc se coder cette grande barre pour trier là. Donc c'est un UL. C'est un UL qui a la classe radio container. À l'intérieur, il y a un input de type range. Donc on va d'abord faire ça en premier, d'accord? On ne va pas s'occuper des continents pour l'instant. On n'a pas besoin de name. Notre input de type range, on n'a pas besoin d'ID spécialement non plus. Il faut juste dire qu'il démarre au minimum à 1, l'input de type range, et que au max, il va à 250. Voilà, c'est à peu près tout. J'enregistre déjà, on va voir un peu ce que ça donne. Ok, il est là, il va de 1 à 250. Et donc moi ce que j'aimerais, ben, c'est afficher que le nombre de pays, déterminé. Et donc pour faire ça, pour ce faire, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, très pratique, la fameuse méthode slice. Pourquoi il y a un truc qui s'appelle link? Là j'ai dû importer un truc sans faire exprès. Hop, je l'enlève. Du coup là on a map, et si on veut limiter le nombre d'affichages à un certain nombre, eh bien on a la méthode slice. Donc avant le map, on peut se mettre comme ça, sachant que bien sûr les espaces ne comptent pas, hein, tout est compilé. Quand tout est compilé, tout est rapproché. Donc, mais je mets quand même à la ligne, c'est mieux présenté. Si par exemple je dis slice, tu coupes à partir de 0 dans le tableau, à partir de l'élément 0, et tu me gardes que 5 éléments. Eh bien regardez, il m'a gardé que 5 pays. Ok. Si je lui dis, ah bah d'ailleurs quand j'ai enregistré, vous voyez que le slice et map il me les a remis côte à côte, mais vous inquiétez pas, quand on va rajouter d'autres trucs, Prettier, moi je sais qu'après il va me mettre à la ligne, ce sera plus présentable. Si je lui dis, tiens 0, 15, eh bien il me met 15 pays. Donc le slice, on voit comment ça fonctionne. Eh bien, ce chiffre là, qui nous dit le nombre de pays qu'on veut, on pourrait essayer de lui mettre une valeur dynamique, comme par exemple ce qui est tapé dans l'input. Comme la range value, par exemple. On pourrait appeler ça comme ça. Donc là, il ne connaît pas la range value. Donc on va se créer une variable ici. On va dire const range value. Donc la seule façon de pouvoir changer la valeur de ce chiffre, donc qu'on va slicer, qu'on va couper, c'est de faire un set range value. Donc bien sûr, c'est un use state. C'est comme ça que lui, il s'occupe de le gérer dans son état. Et on lui dit, tiens, tu vas partir à 36. On veut 36 pays au début. Pourquoi 36? Parce que c'est un multiple de 12. Et que les multiples de 12, c'est beaucoup plus pratique quand on veut afficher beaucoup de choses. C'est un truc que j'explique assez souvent. Parce que 12 est un multiple de 1, 2, 3, 4, 6. Donc voilà, c'est assez pratique. C'est juste pour qu'en fait, quand les pays tombent en bas, là, ici, bah, des fois, qu'il y ait pas, que ça tombe pas n'importe comment. Encore que là, ça va. Mais il y a des cas où on peut vite tomber sur n'importe quoi. Donc, on a créé range value. C'est ça. Et donc on dit, maintenant tu slices
entre 0 et range value. Donc là, j'ai mis 36. On va aller voir s'il y a 36 pays. J'imagine que oui, voilà. Bon, il y a à peu près 36, on va pas compter. S'il y a 6 par là. S'il y a 6 de côté et 6 de... Ouais, 6 par 6. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à modifier range value via cette range value et ça modifiera instantanément ici. Parce que c'est ça qui est fort avec React. C'est qu'il surveille en fait en permanence l'évolution des variables. Donc si range value évolue, vu que c'est dans l'état du composant, eh bien il va réussir à tout faire évoluer sans qu'on lui dise pas grand chose au final. Donc notre input de type range, on peut lui dire que par défaut, donc ça s'appelle default value. Il ne faut pas mettre value tout court, parce que value tout court, en fait, ça nous empêcherait de le modifier. Il faut mettre default value, c'est-à-dire que tu démarres à, bah, c'est range value, ta valeur par défaut. Et maintenant, il faut lui ajouter un événement. Il faut dire input quand tu changes, on change, on peut dire. Eh bien, le on input, ça marche aussi, mais c'est vrai qu'en React, c'est plus du on change. Eh bien, tu me modifies la valeur de range value. Et cette valeur-là, en évoluant, eh bien, ça fait que les pays vont être slicés plus ou moins. Donc regardez plutôt à quoi ça ressemble. Comment on ajoute un événement en React? Eh bien, on se place dans la balise. On bouge pas. On bouge pas de la balise en fait. Tout se passe là. On dit on change. On change, maintenant c'est un événement. C'est-à-dire à chaque changement, j'ai envie que tu fasses quelque chose. Je récupère l'event, et je vais le loguer. Parce que là, on ne peut pas faire input, enfin le nom de mon input.value, ça ne marcherait pas. Ça ne marche pas en React. C'est un truc que je vous ai beaucoup appris en JavaScript. En React, il faut récupérer l'événement. D'accord? Donc on change et là on se log l'événement. Ok, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, attendez, je vais me vider la console. Donc je bouge l'input, hop, et ça crée un événement. Ok, donc si on a event.target, je pense que vous le connaissez, si on veut savoir ce qui est tapé dans l'input, enfin la valeur en tout cas qui est là, c'est event.target. On scroll, value. Non, value, il est pas. Ah si, celui-là, value as number. Alors, je sais que si on fait e.target.value, on l'a aussi, mais je vois pas value. Je suis aveugle peut-être. Non, bah, c'est bizarre. Bon, je sais que ça marche, le e.target.value. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Donc, du coup, si on lui dit log-moi e.target.value, c'est du grand classique. Regardez, hop, je vais nettoyer la console et là, il me log, à chaque fois que l'événement se déclenche, il me log la valeur de ce qui est tapé dans l'input range. Vous voyez, je vais tout en bas, j'ai 1, tout en haut, j'ai 250. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de lui dire maintenant? Bah, à la place de console log, on va juste dire set range value, comme ceci, et on lui passe e.target.value. C'est-à-dire que range value va évoluer, il va passer de 36 à 12 par exemple. Et donc ici, le slice, au lieu d'avoir 0,36, il va avoir 0,12 par exemple. Et voilà. Et là, on a réussi à créer cette petite interface. Alors en réalité, ça prend vraiment 2 minutes à faire une fois qu'on a l'habitude. Et voilà, on a notre interface. Vous voyez, là j'ai un pays. Et voilà, on peut se lister le nombre de pays qu'on veut de façon instantanée. Bien sûr, il n'y a jamais besoin de repasser par un serveur. C'est nous qui coupons les choses, c'est nous qui en front. En fait, on demande une fois les données au serveur et après, en front, on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec les données, on peut les manipuler comme on veut. Et donc voilà. Allez, on va finir cette première partie avec encore un truc un poil plus technique, enfin même bien plus technique. Mais bon, faut vous présenter ces choses-là. Hein. Après, une fois qu'on les sait, ces choses-là, c'est pas beaucoup plus dur. Là, je vous avoue que les inputs de type radio, ça va vous paraître un petit peu barbare comme façon de faire. Mais c'est comme ça qu'on fait, donc je vais vous montrer quand même. Alors, tout d'abord, on va se les lister, nos inputs de type radio. Donc là, on a un UL avec d'abord un input de type range, et ensuite, là, on va créer on va d'abord se créer une base de données avec nos inputs de type radio. Pour vous compreniez, en fait, donc si je mets input de type radio, et donc avec son label, voilà, il faut dire HTML4 par exemple Afrique, parce que c'est ça qu'on va chercher à faire, c'est à lister les continents, et là on met ID Afrique. Ok. Si on fait ça, il va falloir qu'on se liste 5 fois input, label, input, label, input, label. Sauf que l'interface de React, elle nous permet d'automatiser tout ça. Donc
Donc là, vous voyez, là, l'input radio, il est là. C'est écrit en noir sur noir, à mon avis, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, le label. Mais toujours est-il qu'il est, il est par là. Donc c'est pas comme ça qu'on veut faire, on ne veut pas se répéter 5 fois ça pour lister tous les continents. Ce qu'on va faire, donc il faut savoir que la liste des continents, elle est dispo, tiens, si on va dans Components, si on va donc sur notre composant Countries, enfin même on peut aller dans les cards là, donc les continents, il faut savoir qu'ils sont là, mais c'est dans un tableau. C'est un peu bizarre. Parce qu'il y a peut-être des pays qui sont considérés comme sur 2 continents, j'imagine que la Turquie, elle pourrait peut-être être considérée comme sur 2 continents. Donc toujours est-il que continents, comme ça, avec un S, donc il va falloir accéder toujours à l'heuré numéro 0, hein, pour après avoir accès au bon truc. Bon, ça c'est pour plus tard que je vous le dis. En tout cas, nous on va se lister donc le nom des pays avec la première lettre majuscule, comme ça on n'aura pas de problème de casse, et on sera tranquille. Donc, d'abord on va se faire une base de données. Petite base de données, donc là on n'est pas obligé d'utiliser le useState, on peut utiliser tout simplement une variable en JavaScript classique. On va faire un tableau. Donc on va dire premier continent c'est Africa, parce que c'est écrit en anglais. Après c'est America, les deux Amériques seront ensemble. Asia. Et le dernier, non, c'est d'abord Europe et après il y a Océania. Océania. Ok, donc on a un tableau avec 5 éléments qui sont des chaînes de caractères. Jusque-là, il n'y a rien qui vous paraît fou. Et bien ce qu'on va faire, c'est que ce radio, on va le mapper. On va dire, bah, tu vas mapper ce truc-là. Premier élément, bah, ça sera Africa. Enfin, ça sera un map à chaque fois de string, mais au moins, on n'aura pas besoin de se copier nos inputs. Et toute leur logique, en fait, on va tout coder qu'une seule fois. Que je vous montre. On se met ici. On dit, attention, je prépare à faire du JavaScript, donc je sors les accolades. Et là, je vais dire, mes radios, ça c'est avec S, oui, c'est avec S. .map. Donc chaque élément individuel, je vais appeler ça un continent. D'accord? Il faut essayer de trouver un nom, bien sûr, qui parle. Et là, qu'est-ce que tu vas me faire? Ben, tu vas me retourner un lit. Un lit dans lequel il y aura quoi? Ben, il y aura un input et un label. Sauf qu'il va le mapper. Il va le mapper 5 fois ce truc-là. Donc il faut juste dire que dans la... Ah oui, dans le label, on ne voyait pas parce que je n'avais pas écrit à l'intérieur tout à l'heure. Donc là, par exemple... Désolé. Donc là, par exemple, on va écrire continent. Hop, on referme comme ça. Donc dans l'ID, c'est pareil, on va écrire continent. De toute façon, la seule donnée qu'on a, c'est continent. Il n'y a pas besoin de faire continent point quelque chose, parce que c'est une chaîne de caractères qu'on a. Donc juste en disant continent, ça va nous lister tous les éléments. Voilà. Hop, et là, continent. Donc regardez ce qu'on vient de produire là en React en faisant ça. Regardez bien. Eh bien, on vient de se lister 5 inputs connectés avec leur label. Ils sont bien connectés. Bon, par contre, il faut qu'ils aient tous le même nom, parce que l'input de type radio, là, on peut tous les cocher parce qu'ils ne sont pas tous liés par leur name, en fait. Donc, si par exemple, on leur dit que tous les inputs, ils ont le même name, on va l'appeler, par exemple, continent radio, c'est ça le nom des inputs radio, ben là, on ne peut plus qu'en cocher qu'un, vu qu'ils sont liés, voilà, vous voyez qu'ils sont liés tous ensemble. Et donc, vous voyez, si on avait eu 1000 éléments, ben, le code n'aurait pas été plus long que ça. Ça aurait été toujours le même truc. Donc, vous voyez un petit peu la logique de React. On peut balancer... Enfin, si vous voyez qu'il y a du code qui se répète, en fait, vous pouvez lister les choses. Là, la seule différence qu'ils avaient, ces inputs, c'était le label qui changeait de nom. Ben, on met tout dans un tableau. Et puis, comme ça, on connecte l'ID avec l'HTML4. Donc, HTML4, c'est juste pour dire for, hein, d'accord, qu'on soit bien d'accord. C'est le for en HTML. Sauf qu'en React, il faut dire HTML4, tout comme on dit class name, d'accord? C'est des petites différences. Et donc, on s'est listé nos continents. Donc maintenant, eh bien, faudrait éventuellement se stocker. Qu'est-ce qu'il faudrait se stocker? Ben, quand l'utilisateur clique sur Océanie, par exemple, eh bien, qu'on se mette dans une boîte la valeur de Océanie, d'accord? Donc, on peut se créer une variable tout là-haut, dans l'état. Donc on va dire selected radio, donc la radio sélectionnée. Il faut toujours essayer de trouver des noms qui parlent, même si c'est long à écrire, eh bien votre code il sera beaucoup plus simple à comprendre, et c'est quand même ça qu'on veut. Donc on part sur un useState par exemple de guillemets vide. Pour l'instant il n'y a rien qui est sélectionné en selected radio. Maintenant,
ben, il faudrait ajouter un événement sur mes inputs. Et donc là, vu qu'on les liste 5 fois, ben, on peut ajouter 5 fois le même événement ici. C'est ça qui est trop bien. C'est que là, je peux dire ben, onChange, à chaque changement, tu vas me récupérer le E. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer à set selected radio. Qu'est-ce qu'on va passer? Ben, la valeur de l'ID. Vu qu'ils ont tous un ID qui est le nom du continent. Ça voudrait dire que là-dedans, oui, dans ce useState, on va passer soit Africa, soit America, soit Asia, soit Europe, soit Océania. Et donc, comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle e.target.id. L'élément cliqué, je veux ton ID. Voilà, et là, ça m'a tout mis à la ligne pour que ce soit mieux présenté. Donc, maintenant, allons dans Components. On se place sur Countries. C'est ce component-là, vous voyez qu'il a le state d'abord de tous nos pays. Ensuite, il a un state du nombre de trucs qu'on veut afficher. Regardez là, si je monte, là il est monté à 135 le state. Et enfin, on a un dernier state qui est, ben, si on clique sur Africa, ça marche pas. Et America non plus. Ok, bon, ça fonctionne pas, notre événement. Ici, puisqu'on n'a pas dit... En fait, on a juste passé la valeur... Ah non, non, on l'a pas... Ah, j'ai mis... Attendez... Ah oui, j'ai mis selected value là, alors que c'est radio. C'est ça, quand on parle en même temps qu'on écrit, c'est un peu... On s'embrouille vite, voilà. Set selected radio. Alors, vous voyez comment je l'ai remarqué, ça? Je l'ai remarqué parce que mon élément, il était grisé. Donc, vous voyez, quand vous utilisez des variables, mais que vous voyez que c'est grisé, ça veut dire qu'on ne le réutilise pas ailleurs dans le document. Et donc, si on ne le réutilise pas ailleurs, c'est qu'il y a un problème, parce que j'ai fait en sorte qu'on le réutilise ailleurs. Donc, comme ça, on peut se rendre compte aussi, on peut se rendre compte des problèmes qu'on a. Voilà. Après, bon, c'est des choses qu'on développe aussi avec l'habitude. Hein, ça. Croyez pas que ça vient comme ça en claquant des doigts. Bien sûr, c'est beaucoup de pratique. Il n'y a aucun secret, que de la pratique. Donc, du coup, je me replace sur Countries. Ici, donc, je rappelle que je suis dans Components, hein, le fameux plugin de React DevTools. Et là, si je clique sur Africa, voilà, là j'ai Africa qui s'affiche. Là j'ai America. Là j'ai Asia, Europe, Océania. Ça fonctionne. Vous voyez, comment la logique de nos labels, on l'a paramétré avec ce bout de code. Donc la prochaine fois que vous aurez à faire des inputs de type radio, ben vous aurez juste à venir là. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Il n'y a rien à faire de plus. D'accord? Moi-même, j'ai appris, je crois que j'avais appris ça en regardant une vidéo d'un mec il y a très longtemps, et ben, après, le bout de code, je l'avais chez moi, et dès que j'avais besoin de réutiliser des radios en React, eh bien, je m'en servais. Je cherchais pas à inventer quelque chose. Maintenant, je pense que je pourrais le faire de tête, mais on sait jamais. C'est quand même bien de faire des copier-coller, d'utiliser du code qui a déjà marché, c'est pas mal. Ok. Donc, on a réussi à se stocker dans cette selected radio, on a réussi à se stocker le nom du continent que l'utilisateur veut voir. Donc, eh bien, avant le map, après le slice, on pourrait dire, ben attends, tu vas me faire un filtre. Non, même avant, on peut même faire, non, il faut même le faire avant le slice. Avant de couper, hein, on va le faire le truc. On va le faire à ce niveau-là. Donc attendez, il va tout renvoyer la ligne automatiquement, parce que là c'est un peu le bordel. Donc, on va faire un filter. On va dire chaque élément individuellement, je vais appeler ça un country. Et pour l'instant, on va faire nul, c'est juste, voilà. Au moins comme ça, on est bien indenté. Donc d'abord, on filtre. Après, on coupe ce qu'on veut garder. Et après, on affiche. Ah ouais, c'est ça la logique déjà. Alors là, franchement, si vous êtes allé dans JavaScript, ça vous est pas totalement étranger ce que je montre. Donc le filter, comment il va marcher? Eh bien, on va dire quoi? On va dire... Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut dire, est-ce que country.continents, donc là je vous ai dit qu'il fallait accéder à l'élément 0 de continents, donc crochet 0, est-ce qu'il includes ce que l'utilisateur veut voir, donc selected radio. Et donc là ça veut dire quoi le filtre? Il va filtrer tous les éléments qui correspondent à ça, donc tous les pays qui auront comme continent Africa, eh bien ça, ils vont passer le filtre, ils se retrouveront au niveau du slice. C'est ça que ça va faire. Ah bah tu vois, vous voyez, on était déjà sur Africa. Et donc on a immédiatement... Oui, non, là, il n'y a pas tous les pays africains. Voilà, là, il y a tous les pays africains. Si on va voir tous les pays d'Océanie, ben, c'est pareil. Là, vous voyez qu'on a des pays de 2300 personnes, 1400 personnes, qui dit mieux. Voilà. Et l'Europe, même principe. Là, on a tous les pays d'Europe, mais on peut réduire. Et voilà.
on a réussi à coder cette logique d'affichage de continents. Donc vous voyez un peu les interfaces, la puissance qu'on peut faire, comment on peut coder des choses avec React, comment on peut avoir un site ultra dynamique, avec une navigation tout aussi dynamique. Alors il faut savoir que quand on change de page, le composant se démonte. Là, le composant countries, il n'est plus monté, d'accord? Donc là, je reviens, il va devoir refaire une recherche quand même. Malgré tout, il faut quand même qu'il fasse une recherche si jamais on change de page. Par contre, tant qu'on reste dans cette page-là, c'est bon. Les données, on les a, elles ont été stockées, il n'y a pas de souci, on peut les exploiter. Et voilà. Ça fonctionne, on est content. Qu'est-ce qui nous manquait? Attendez, il y avait un truc qui me faisait tilt. Ah oui, on pourrait classer les pays quand même du plus peuplé au moins peuplé. Parce que là, c'est un petit peu arbitraire. Donc ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un sort avant le filtre. Avant ou après d'ailleurs, c'est la même chose. On peut lui dire... Non, d'ailleurs, c'est peut-être une meilleure pratique de le faire après le sort, parce que si on mettait avant le sort, il ferait un sort sur 250 pays. Alors que si on lui dit après, par exemple, s'il tombe sur un continent comme l'Océanie, eh bien, il fait un sort plus que sur 20 pays. Donc c'est un sort qui est plus rapide à faire. Donc c'est une meilleure pratique de le mettre ici. Donc d'abord il filtre, après il trie, après il coupe, d'accord? Parce que s'il coupait avant, ben, le filtre il serait un peu faussé. Et après il affiche. Ouais, là on a vraiment tout ce qu'on peut faire au niveau d'un tableau, comment on peut manipuler un tableau. Donc sort, ça prend deux paramètres, c'est A et B. Et donc si on lui dit B moins A, ça trie en décroissant. Le problème c'est que c'est des objets. Donc B moins A ça suffit pas, il faut dire B point population moins A point population. Là oui, là ça fonctionne. Donc le Nigeria, voilà, c'est bien le pays le plus peuplé d'Afrique et ainsi de suite. Par contre j'ai vu qu'il y avait un bug la dernière fois, je sais pas pourquoi, sur l'Algérie. Est-ce qu'il y a toujours ce bug? Oui, il y a toujours un bug sur l'Algérie, il y a 510 000 personnes. Bon, après c'est la base de données hein, qui fournit, donc nous on n'y est pour rien. En tout cas, bon, la base de données sinon elle est plutôt fiable, en tout cas j'ai rien remarqué à part ça. Et donc voilà, bon après il y a un dernier truc qu'on pourrait faire, et après c'est fini, je vous promets pour cette première partie. Il y a un dernier truc qu'on pourrait faire, c'est arrêter l'input de type radio, là, arrêter le filtre. Parce que là vous voyez qu'on ne peut plus revenir à tous les pays du monde. D'accord? Donc si on voulait revenir à tous les pays du monde, il faudrait faire quoi? Eh bien regardez comment on pourrait créer une interface très très facilement en React. Alors, après l'input de type filter, il est où l'input de type filter? Là, tac, 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 tout ça. On va se mettre là. Et là, on va se créer une petite interface, on va dire, est-ce que selected radio, il est true? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un a cliqué sur Africa, sur Océania? Parce que de base, des guillemets vides, ça renvoie false, d'accord? Donc en gros, en JavaScript, je cite juste le nom comme ça veut dire, est-ce que ça c'est true, d'accord? Et alors, ça veut dire que tu m'affiches ce que je vais te mettre. Bien. Attendez, je vais faire comme ça il ne va pas nous embêter. Alors là, tu vas me créer un bouton pour annuler la recherche. Regardons. Annuler la recherche, vous voyez? Je clique. Ah oui, non, forcément, il ne se passe rien, on n'a pas encore codé la logique. Mais par contre, regardez, si notre page, on partait de rien, regardez, annuler la recherche, on l'a pas. Dès qu'on commence à taper sur Europe, paf, annuler la recherche, il apparaît. Pourquoi? Parce que selected radio, il est devenu true. Et tout ça, c'est surveillé par le state. Tout ça, c'est surveillé en haut lieu du composant. Il n'y a rien à faire de plus que ça. Il surveille en temps réel, en fait, ce qui se passe sur la page. Il n'y a même pas besoin de relancer des fonctions, de faire ci, faire ça. Non, il surveille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si selected radio est true, alors tu affiches button. C'est comme ça qu'on dit en React. Mais vous verrez dans la seconde partie qu'on fera des trucs encore plus techniques, on va dire, sur le DOM, des choses qu'on peut afficher sur le DOM. Et donc, on va faire button onClick. On va lui ajouter un événement. Quand on te clique dessus, le bouton, qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses? Ben là, on peut balancer une fonction fléchée, comme ceci. Eh bien, tu vas mettre selected, set selected, pardon. Ils mettent pas à le taper. Set selected radio, ben tu lui passes des guillemets vides. Et ça annule la recherche, et du coup, ça recache le bouton, puisque le bouton est conditionné à ce que ça, ce soit true. C'est fou, hein. C'est fou ça, React. Ça m'émerveille. Rien que d'en parler, je suis émerveillé. Regardez, hop, hop,
Et là, paf, c'est fini. Hop, paf. Ah, par contre, le truc, il est encore coché là. Ça, je l'avais pas vu. Donc, on va devoir se corriger ça. En fait, l'input de type range reste coché. Ça le décoche pas. Donc, il va falloir conditionner quand est-ce qu'il est checked, cet input. D'accord? Type range, non, de type radio, pardon. Il va falloir conditionner quand est-ce qu'il est checked. Et après, c'est fini, je vous promets. Donc, quand est-ce qu'il est checked? Donc, on a radio continent. Donc, ici, on va dire bah, checked. En gros, on peut dire true ou false. Si on dit true, normalement, ils sont tous cochés. Fais voir. Non, quoique, ça va faire un bug. Oui, c'est le dernier qui est coché. En fait, vu qu'ils sont tous liés, c'est forcément le dernier qui renvoie true. C'est lui qui gagne à la fin. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, de toute façon. Il faut juste dire est-ce que. Enfin, c'est checké. En fait, là, on va tester une condition. On va dire est-ce que continent, il est égal à selected radio? Bah, si oui, il va renvoyer true. Sinon, il va renvoyer false. Et de cette façon-là, regardez, je check. Là, je fais annuler recherche. Et voilà, il n'y a plus rien qui est checked ici. Voilà, bon, ça c'était la petite partie quand même un petit peu plus technique pour finir. Mais voilà, en tout cas, dans la première heure ou la première bonne heure, vous avez vu quand même comment faire un site vitrine, comment coder des composants, imbriquer des composants, mettre du style. On n'a pas encore vu le style conditionnel, c'est un truc qu'on va voir après. Mais on a déjà vu pas mal de bonnes petites choses en React. Je pense que vous prenez conscience de la force du truc. Après, bon, c'est sûr il va falloir forcément beaucoup de pratique. Et c'est le From Scratch du futur qui vous parle pour vous dire que la deuxième partie de ce cours est malheureusement payante. C'est vrai que j'ai beaucoup fait de contenu gratuit sur ma chaîne. Là, j'ai décidé de faire cette formation React avec la deuxième partie qui était payante, enfin la deuxième partie du cours, plus ensuite beaucoup d'applications, beaucoup d'exercices pratiques que l'on va développer ensemble. Enfin, vous voyez plutôt, il y a plus de 15 heures de cours qui ont été prévus. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15 heures de cours? Bah, déjà, il y aura la deuxième partie de ce cours-là. Ça va comprendre comment faire un CRUD en React, ça va comprendre comment manipuler le DOM de façon extrêmement complexe et de façon extrêmement intéressante, surtout très rapide quand on maîtrise les choses. Ensuite, vous allez coder par vous-même cette petite application pour mettre en pratique tout ce que je vous ai expliqué. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà fait en JavaScript, que je fais souvent avec mes élèves. Et bien là, il va falloir l'adapter en React, cette application, voilà, si on veut des recettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va coder un mail, on va coder la logique d'un email. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est très moche ce projet. Effectivement, c'est très moche, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'envoyer un mail et que ça fonctionne. Regardez, là, ça dit message envoyé et tout ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'après, une fois qu'on a codé un template d'email, on peut l'ajouter à n'importe lequel de nos sites vitrines. Par exemple, ce site vitrine que nous allons coder ensemble, donc nous verrons la façon de coder plein d'effets en React. On va voir comment manipuler le DOM à peu près avec vraiment toutes sortes d'effets. Vous voyez plutôt des transitions entre les pages, bien sûr, on verra comment faire ça en React. Créer un site qui ne recharge jamais, un site vitrine parfait, j'ai envie de dire, un site vitrine très performant que les robots de Google adorent. Et là, regardez, là, on peut effectivement, là vous allez vous dire, bah ok, mais là le mail c'est un peu plus joli, et oui, et c'est fonctionnel. On peut envoyer des emails, message envoyé, et voilà, c'est parti. On développera également une application où on va manipuler énormément de data. Donc c'est une application là, qui va étudier, enfin qui va surveiller le marché des crypto-monnaies. Mais bien sûr, c'est un prétexte pour manipuler la data, pour créer ce type de graphique, pour aller se chercher énormément de données qu'on peut trier dans tous les sens. On peut se classer les choses exactement comme on veut. On peut avoir seulement un token, soit une infinité, enfin 250. On va pouvoir bien sûr s'ajouter des favoris, avoir une liste avec des favoris, voilà, bon, faire énormément de choses. Aussi, oui, j'avais oublié une partie qui était sympa, ce type de graphique en survolant comme ça c'est géré en React magnifiquement. Voilà, on verra un petit peu comment obtenir toute cette data et comment faire, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on verra d'autre? On verra bien sûr Redux, il y aura un petit peu de Redux dans cette partie. Mais on verra Redux. Il y a un cours de Redux, mais le cours, vous, vous doutez bien que ça va être un projet. On va coder une sorte de blog comme celui-ci. On va pouvoir donner des likes à un article, bien sûr, enfin, tous les composants qui vont communiquer ensemble. Bon, je ne vais pas commencer à expliquer Redux. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura Firebase, il y aura Next.js. Voilà, beaucoup d'éléments, beaucoup de librairies, Framer Motion, Axios, bien sûr, enfin plein de choses.
Donc voilà, si ça vous dit, eh bien écoutez, rejoignez-moi dans ce cours et puis je vous montre tout ça. Allez, ciao!